Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 19 janvier 2022 et on a... oui, c'est bon, 2022, je me suis pas trompé. Et on attaque tout de suite, c'est parti. Et bonjour, bienvenue à tous. Alors oui, effectivement, ce n'est pas Jérôme ce matin. Beaucoup de bouleversements dans les mugs. Déjà jeudi, non, on n'est pas jeudi Tales, mais c'est vrai que voilà, on risque dans les prochaines semaines d'avoir des petites permutations. J'espère que vous ne serez pas trop perturbés. Ça reviendra à la normale assez prochainement, mais c'est vrai que voilà, nos agendas respectifs des fois ne permettent pas de respecter le lundi, mercredi, vendredi Jérôme, mardi Marion et jeudi Guillaume, moi-même, votre humble serviteur. Donc voilà, il y a des petites variations. Donc aujourd'hui, c'est moi qui va faire le mug plutôt. Et aujourd'hui, c'est trop bien. Parce qu'on va parler déjà de Microsoft et d'Activision, c'est quand même une grosse news. C'est presque un peu la seule news du jour, mais je ne peux pas le dire. Et ensuite, on va avoir un invité, quelqu'un qui est un poteau, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anis, mais qui est plus connu sous le nom de Defend Intelligence. Très joli pseudo. Et avec qui on va parler d'intelligence artificielle. C'est son domaine d'expertise, il est ingénieur, hein, il aime bien le mettre en avant. C'est un mème sur son chat et sa commu. Donc on va parler d'Élysée, on va parler de pas mal de choses autour de l'intelligence artificielle, on va parler d'algorithmie, on va parler de comment on pourrait envisager les algorithmes pour les élections présidentielles, pour les réseaux sociaux. Mais non, mais flonflon. En fait, avec Flonflon, que vous voyez beaucoup dans le chat, excellent streamer d'ailleurs, au passage, nous avons une petite histoire d'amour secrète, hein, que personne ne doit savoir, sauf les auditeurs et auditrices du mug. Mais voilà, disons que Flonflon est une petite fleur fragile, et effectivement, chaque infidélité que je lui fais, parce que régulièrement je lui fais des infidélités, ça rend notre relation compliquée, tout simplement. Voilà. Vous avez vu aussi, on a rajouté des petits emojis qui se baladent sur l'écran, donc n'hésitez pas à en mettre de façon raisonnée. Mais voilà. Demande à Anis de faire un freestyle pour s'introduire. Ah, il fait ça. Ça, j'ai pas suivi pour le coup. Ça, j'ai pas suivi du tout. Bonjour à tous, en tout cas. Salut notre Soban. Salut. Hop là, j'ai appuyé sur ma barre d'espace. Salut à tous. Hein. Ouais, il y a des potos qui l'aiment moyen. Oh là là. Mais je crois que Jérôme m'en veut parce que je l'ai pas encore invité chez moi à manger un bout. C'est pour ça. Salut Pierre, ça va? Plus de tout chacha. Ah non, c'est pas Pierre aujourd'hui, sorcier. Aujourd'hui, c'est Guillaume. C'est même pas Maryse en fait, hein, c'est Guillaume. Bonjour à tous, en tout cas, salut Tsuna71, quel plaisir de te voir. Salut Psylop, salut Alias Lu, salut Techni Savoir, Flonflon qui spam ses emotes, évidemment. Mais en fait, si tu mets plein de fois la même emote, ça va pas les faire apparaître. On a bloqué le truc. Donc c'est une emote à la fois qui se balade. Je regarde un petit peu. Salut TD El Mama 94. J'aime beaucoup les changements de programme, ça casse les habitudes, c'est parfait. Mais écoute, c'est cool parce que c'est pas le cas de tout le monde. Même moi, je te dirais que des fois, j'aime bien avoir mes petites habitudes. J'avoue, notamment, tu vois, le mug, j'ouvre que Marion, par exemple. Tu vois, que j'écoute mon mug à moi parce que j'ai un ego démesuré. J'écoute Marion. Le reste de la semaine, c'est pas génial. Donc, j'écoute pas, tu vois. Et c'est dommage parce qu'au final, il y a 3 mugs dans la semaine qui sautent. Ça pourrait être une bonne émission et que je pourrais écouter régulièrement, mais c'est pas le cas. Voilà, après, c'est vous qui vous faites votre propre avis, bien sûr, je ne veux pas vous influencer. Mais voilà. Mm. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que cette période est quand même pas facile avec tout le bordel autour du Covid, autour de la pandémie. Pour nous aussi, Naotech, c'est pas une période facile, on va pas vous mentir. Dans le sens où il y a quand même dans l'équipe souvent des gens qui sont cas contact ou Covid-aid.
Donc ça rend les tournages un petit peu compliqués. Donc voilà, c'est pas une période évidente pour tout le monde, que ça soit professionnellement ou que ça soit personnellement. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, c'est le plus important. Et faites des bisous de loin à votre famille et à vos proches. C'est vrai cette rumeur incessante depuis hier que Nowtech rachète Flonflon Musique pour 60 euros. Non, tu as mal lu, c'est 60 milliards d'euros. Non, mais Flonflon a fait monter les prix. Il nous a vu sur un yacht il y a pas longtemps dans un live. Donc les prix ont augmenté. Voilà, c'est la dure loi du marché. C'est la dure loi du marché. Franchement, la période est pas dingue, j'espère que vous allez tous bien de votre côté. Ouais, non, la période est pas évidente, un peu pourrie, que ça soit professionnellement ou personnellement. Ce Covid est vraiment nul, vraiment. Voilà, ce matin, j'ai décidé, annonce officielle, d'emmerder le Covid. Non, je rigole. Les gens sont nerveux. Bah écoute, tu vois Yves Castel, là ce matin, j'ai envie, on est détente. Voilà, on est entre nous. Le mug, on est là pour passer un bon moment. On va d'ailleurs pas tarder à attaquer la première news. Vous savez que j'aime bien blablater un petit peu avant de commencer, 5 minutes. Avec Activision et Microsoft, vous allez voir que j'ai pris du temps un peu hier pour préparer la news. Un petit peu plus que d'habitude, donc voilà. Le Covid, c'est caca boudin, exactement. Flonflon, je l'aurais pas mieux dit. On dénonce, Arnoz. Ah ouais, ça dénonce. Ça dénonce un maximum. Ce Covid est vraiment nul, c'est vrai que les autres étaient meilleurs. Eh oui. Puis-je vous demander votre expérience? Alors pas maintenant Line Noise T, on est dans le mug, donc on parle d'actu tech. Merci Wawa pour ton abonnement, merci pour vos abonnements aussi, c'est hyper important dans cette période pour nous. La Noise, je t'invite à revenir aujourd'hui à 17h, car il y aura un live exceptionnel animé par Pierre et Maryse, où on parlera de produits tech. Voilà, où on parlera de ça, donc n'hésite pas à revenir vers 17h. Voilà. Volivalou. Je vous propose qu'on attaque. On est là pour parler de l'actualité tech. Et c'est parti pour le Kawa. Et dans le Kawa aujourd'hui, nous allons parler, évidemment, ça va être la plus grosse news du jour. C'est même pas impossible qu'on fasse que parler de cette news, tellement elle est importante, tellement elle bouleverse le marché du jeu vidéo, mais pas que. Pas que, parce que cette news, c'est aussi une news très GAFAM, très... Enfin, vous verrez. Je vous explique ce qui s'est passé. Si vous vivez dans une grotte, Microsoft a racheté Activision Blizzard hier pour la coquette somme de... Elle est notée dans l'article, 70 milliards de dollars. C'est un article de Numérama que je vais vous lire en entier parce que l'article est bien écrit. Et l'article va à l'essentiel, il n'y a pas de circonvolution. Donc effectivement, Microsoft avait racheté Bethesda pour un gros montant, il n'y a pas très très longtemps. Là, on est sur un autre level complètement. Dans un communiqué publié le 18 janvier, Microsoft a annoncé le rachat d'Activision Blizzard. Donc Activision Blizzard, c'est quand même un sacré éditeur, ils sont derrière des marques fortes comme Call of Duty bien sûr, Diablo, Crash Bandicoot toujours dans mon cœur, j'ai un amour profond pour cette licence, Candy Crush ou encore Warcraft. Le journaliste Jason Schreier, officiant pour Bloomberg, avait damé le pion, effectivement il y avait eu des rumeurs grâce à lui. La famille Xbox n'a pas voulu laisser traîner la rumeur trop longtemps, le montant de la transaction avoisine les 70 milliards de dollars. C'est énorme. C'est 10 fois plus que le chèque signé pour récupérer Bethesda. Voilà, donc Bethesda c'était environ 7 milliards de dollars, là c'est 70 milliards de dollars. Et pour vous donner une autre comparaison, Disney, quand ils ont racheté Star Wars, c'était 4 milliards de dollars. Donc là on passe en comparaison 4 milliards de dollars, c'est pas énorme. Enfin si, c'est énorme, mais c'est pas énorme en comparaison. Il s'agit ni plus ni moins du plus gros deal du marché du jeu vidéo et en prenant un peu de hauteur d'un deal majeur dans le monde du divertissement moderne. En rachetant Activision Blizzard, Microsoft met la main sur des marques à l'attractivité immense, parmi lesquelles Overwatch, bien sûr toujours dans mon cœur, Diablo, Guitar Hero, Call of Duty, Warcraft, Crash Bandicoot, Starcraft, Spyro ou encore Tony Hawk's. Aux yeux de certains, Microsoft vient de littéralement racheter le jeu vidéo. N'exagérons peut-être pas. Et ils n'ont pas tout à fait tort vu le public immense que touche Activision Blizzard.
En vrai, non, ils n'ont pas racheté le jeu vidéo, n'abusons pas. Je vous invite à garder vos avis sur le sujet juste après. Là, d'abord, je blablate autour de... Enfin, je lis la news. Et après, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai pris comme note, parce qu'il y a vraiment une analyse intéressante à faire sur cette actualité. Et après, je lirai vos commentaires, vous inquiétez pas. Outre les licences évoquées, Microsoft gonfle un peu plus sa force de frappe en matière de studio de développement. Ah oui, il faut que je vous montre une image qui montre aujourd'hui tout ce que possède la division, ou plutôt l'entreprise maintenant Microsoft Gaming. Alors attendez, hop, normalement ça devrait presque marcher. Hop. Donc aujourd'hui, ah merde, c'est un petit peu coupé. Attendez, je vais décaler ça. Aujourd'hui, Xbox Game Studios, ou plutôt Microsoft Gaming, c'est tous ces studios-là. Et c'est pas mal, hein. Il y a des gros noms. ID Software, c'est quand même ceux qui avaient fait Doom, rappelez-vous. Bethesda. Alors je regarde, combien j'en connais? 343 je connais pas, World's Edge je connais pas, Coalition non plus, Compulsion Games ça me dit quelque chose, Double Fine non, Xbox Game Studio bien sûr c'est Age of Empires 4 et pas mal de jeux, Initiative, Inxile, Mojang Studio c'est bien sûr Minecraft, Ninja Theory je connais pas, Obsidian je connais pas, Playground Games je connais, c'est eux qui font Forza Horizon, Rare c'est eux qui font, putain Rare ça me dit quelque chose mais là je l'ai plus en tête, Turn 10, Undead, Arcane, c'est eux qui font... c'est un studio français, Arcane. Si je dis pas de bêtises, c'est ceux qui font Dishonored. Machine Game, je connais pas. Zenima, je connais pas. Donc Bethesda et ID Software, bien sûr, c'est très connu. Tango Gameworks, AlphaDog et Roundhouse Studio. Voilà. Rare, c'est Crash Bandicoot. Ok, oui, c'est vrai qu'ils ont repris ce développement. Merci pour la précision. Donc vous voyez un petit peu tous ces studios qui sont maintenant possédés par Microsoft, ou en tout cas qui l'étaient peut-être avant le rachat. Maintenant, effectivement, il faut rajouter donc les nouveaux studios. Donc Blizzard Entertainment, Binox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, qui sont les créateurs historiques de Call of Duty, King, Candy Crush bien sûr, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, qui ont été des développeurs de Call of Duty aussi, Toys for Bob ou Treyarch, qui pareil ont été des développeurs sur Call of Duty. Je connais pas mal la licence Call of Duty, donc je me rattache à ce que je connais. En termes de talent, c'est bien sûr une mine d'or immense et on imagine déjà des synergies évidentes entre les différentes structures, évidemment. Dans son communiqué, Microsoft n'oublie pas d'évoquer le Xbox Game Pass, le service qui vient de franchir la barre des 25 millions d'abonnés, c'est énorme. S'apprête à accueillir plusieurs jeux édités par Activision Blizzard. Moi j'ai hâte de voir Crash Bandicoot dans le Game Pass, ça serait hyper chouette. Bon par contre je les ai achetés donc ça fout un peu le seum, mais c'est pas grave. Et ça sera bien évidemment le cas pour tous ceux à venir. Nous allons proposer autant de jeux Activision Blizzard que possible, promet Microsoft. Et bien sûr, le cloud gaming de Microsoft en profitera aussi. Pour les abonnés, c'est une excellente nouvelle, sauf peut-être pour la vie sociale. C'est vrai. Et on comprend également au passage pourquoi Phil Spencer, qui est donc le patron maintenant de Microsoft Gaming, ne redoute pas que le PlayStation puisse lancer un format concurrent au Game Pass. Effectivement, le Game Pass devient très 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 intéressant. Il reste à voir quel sera l'impact pour le futur du catalogue d'Activision Blizzard, qui continuera d'opérer de manière indépendante en rendant des comptes à Microsoft. C'était un peu déjà le cas aujourd'hui, hein. Le Xbox Game Studio était presque indépendant de Microsoft, hein. Les futurs épisodes de Call of Duty deviendront-ils exclusifs aux consoles Xbox? Rien n'est moins sûr, moi j'y crois pas trop à ça. Call of Duty est une poule aux œufs d'or et clairement ils ont un intérêt énorme de rendre ça disponible sur toutes les plateformes. Microsoft aurait tort de se mettre à dos Microsoft aurait tort de se mettre à dos les utilisateurs PlayStation qui peuvent dépenser de l'argent dans le jeu. Ils prennent aussi l'exemple dans l'article de Minecraft, hein, licence qui appartient à Microsoft depuis le rachat de Mojang. C'est complètement disponible sur les autres consoles. C'est même disponible un peu partout. Minecraft est presque disponible sur votre grille-pain, hein, si c'était possible. La question se pose aussi pour des titres comme Diablo 4 ou Overwatch 2. Putain, j'espère qu'il va sortir Overwatch 2. A noter sur ce sujet que Crash Bandicoot pourrait devenir une mascotte Xbox. C'est vrai que c'est très marrant parce que effectivement Crash Bandicoot était une licence PlayStation à la base. Donc ça c'est assez drôle de voir comment les choses changent. Pour aller un petit peu plus loin, je voulais vous parler justement donc d'un autre article. Donc le premier c'était Numérama, le deuxième c'est Frandroid. On reste chez Humanoid là, hein, complètement. Mais effectivement, je trouvais ça intéressant d'aller un peu plus loin et de comprendre qui est Microsoft Gaming, qui est donc la nouvelle entreprise créée avec ce rachat.
Et donc voilà, j'avais envie de vous lire aussi cet article-là, pas en entier cette fois-ci, je vais pas vous lire tout. C'est très rare qu'on lise des articles en entier sur le mug. Mais c'est vrai que la news est quand même dense. Je voulais pas louper des choses et je trouvais ça hyper important que vous ayez toutes les clés en main. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aller plus loin avec ce deuxième article pour bien comprendre donc Microsoft Gaming. Donc derrière le rachat, on va trouver Phil Spencer, on en a parlé à l'instant. Phil Spencer, c'était l'ancien patron des studios Xbox. Il est ensuite devenu patron de Xbox et il hérite aujourd'hui du nouveau titre. Sacré titre, CEO de Microsoft Gaming. Cette nouvelle structure va désormais chapeauter l'ensemble de la division jeux vidéo. C'est vraiment une nouvelle entreprise. Dès que l'opération sera terminée, dès que le rachat sera conclu à 100%, Activision Blizzard sera vraiment fusionné à Microsoft Gaming. Activision Blizzard, a priori, reste quand même une entité voilà, qui va agir un petit peu en son nom, mais elle est chapeautée par Microsoft Gaming. Pour vous montrer l'organigramme, je trouve ça très chouette parce qu'on est quand même dans le milieu du gaming, milieu qui a été ébranlé par beaucoup d'affaires de scandales sexuels, j'ai le mot en anglais, d'harcèlement, de gros problèmes d'harcèlement. Hein. C'est vrai que malheureusement, la communauté du jeu vidéo et les développeurs en tout cas, il y a vraiment des gros problèmes sur ces sujets-là. Et donc je trouve ça hyper chouette, je vais vous montrer l'organigramme. L'organigramme est quand même plutôt, je trouve, un vent de fraîcheur, parce qu'il y a une parité respectée, il y a même plus de femmes que d'hommes. Alors je ne suis pas forcément pour qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, mais au moins il y a une parité qui est respectée, et je trouve que justement avec tout le bordel qu'il y a eu autour des problèmes d'harcèlement et tout ça, je trouve ça hyper bien que Microsoft ait fait l'effort de mettre autant, voire même un peu plus de femmes dans l'organigramme et dans la direction justement de Microsoft Gaming. Je trouve ça extrêmement bien. Voilà. L'organigramme tel qu'il est présenté ici est constitué de personnes travaillant déjà chez Xbox auparavant. Intéressant de savoir que personne d'Activision Blizzard ne rejoint cette nouvelle structure. Donc c'est vraiment une espèce de voilà, enfin c'est un rachat d'Activision Blizzard, mais il n'y a pas de notion de mélange. En tout cas en termes des personnes, des décideurs comme on dit, des décideurs et des décideuses. Bobby Kotick aussi, oui, effectivement, va rester patron de Activision Blizzard, mais pas longtemps. Il est vraiment pressenti que Bobby Kotick se barre au bout de quelques mois dès que le deal sera terminé. Bobby Kotick, que je ne porte pas dans mon cœur, hein, qui est une personne assez détestable et qui s'est déjà fait détester dans le passé pour beaucoup de prises de position. Alors, une citation de Phil Spencer qui est un peu bullshit, mais pourquoi pas. Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu'ils veulent, pratiquement où ils veulent. Mais c'est intéressant de voir cette déclaration parce que vraiment tout ce qui est cloud gaming, c'est l'avenir. Le fait de pouvoir jouer n'importe où avec son smartphone, avec de la puissance déportée. On vous l'analysait déjà dans le mug, mais c'est effectivement le futur du jeu vidéo. Il est quasi certain que ça soit vers ça, vers quoi on se tourne. À la clôture de l'opération, on va terminer avec ça, Microsoft disposera de 30 studios internes de développement de jeux. Ça va être, d'un point de vue managérial, ça va être extrêmement complexe à gérer tout ça. Donc je suis très curieux de savoir comment ils vont se démerder. Donc 30 studios internes de développement de jeux, ainsi que des capacités supplémentaires d'édition et de production d'e-sport. Donc l'e-sport va prendre une place importante aussi. Et effectivement, Activision Blizzard, c'est 400 millions de joueurs actifs, donc c'est intéressant d'avoir 400 millions de joueurs actifs. C'est potentiellement 400 millions de gens qui prennent un Xbox Game Pass. Enfin, j'exagère un peu évidemment, mais voilà. Walibalou. Donc si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez pas à le mettre dans le chat maintenant, parce que je vais prendre le temps de vous lire un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire ? Et vous allez voir, moi je vais lire un petit peu vos messages et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que j'ai pris mes petites notes et je vais essayer de vous analyser ça et de vous décortiquer ça. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Salut le subconscient, bienvenue à toi. World of Warcraft dans le Game Pass sans surplus, c'est pas impossible. De toute façon, World of Warcraft est en perte de vitesse, donc ils auraient tout intérêt à le rendre, à l'inclure en fait dans le Xbox Game Pass. D'un point de vue business, ça me paraît vachement intelligent de faire ça. Je pense que ça changera pas grand chose. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, HD Loga.
Je pense au contraire que c'est un gros bouleversement dans le milieu du jeu vidéo. Je pense que ça va changer énormément de choses. Je pense que ça va poser des problématiques de type monopolistique. On va en reparler juste après. Mais non, 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 c'est un bouleversement dans le monde du jeu vidéo. C'est très, 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 très important ce qui est en train de se passer. Je vais redire le chiffre. C'est un rachat à 70 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme, 70 milliards de dollars. Disney, quand ils ont racheté Star Wars, on l'a dit tout à l'heure, c'était 4 milliards de dollars. Et on trouvait déjà cette somme énorme. Je veux une Xbox maintenant. Bah écoute, Flonflon, je te comprends. D'ailleurs, pour information, il y a des séries X qui sont globalement dispo, un peu, qui ont été restock dans pas mal d'endroits, si ça vous intéresse. Les séries S sont très bien, mais il y a la série X qui est dispo. Euh, Bonjour à toi, vieille chaussette, très beau pseudo. Les autorités de concurrence mondiale ont encore leur mot à dire avant que ça soit finalisé. Ouais, je suis curieux de voir comment ça va évoluer, on va en reparler. Avoir Xbox, le Game Pass et Activision, ça me paraît gros en termes d'anti-concurrence. Mais c'est intéressant que vous ayez ce réflexe de parler de ça dans le chat, c'est plutôt sain de mentionner les problèmes de concurrence. On n'a rien dans l'univers du multimédia divertissement d'une telle ampleur en termes de somme de rachat. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une telle somme. Ah oui, et donc oui, bien sûr, Swine Live, ça c'est ce que j'ai dit dans mes notes. Je vais peut-être vous en parler maintenant. Mais effectivement, il y a eu déjà beaucoup de départs dans Activision Blizzard. Et effectivement, il y a un ménage qui est en train d'être fait des personnes qui sont responsables de harcèlement sexuel, voire des choses bien plus graves. Donc c'est une très bonne chose. Je vais vous donner un peu mon analyse sur ce sujet-là. Mais d'abord, je bois un peu de kawa. Je vais vous donner un petit peu mon analyse. Et en fait, je vais vous le faire en mode pourquoi c'est génial, pourquoi c'est flippant. Je vais commencer par le pourquoi c'est génial. D'un point de vue de gamer, en tout cas pour moi, ça va rendre le Game Pass encore plus intéressant. Déjà que le Game Pass est quand même très très chouette aujourd'hui parce que ça coûte un peu plus d'une dizaine d'euros par mois. Ça va rajouter des jeux, ça va rajouter des licences et d'un point de vue gamer, ça va être hyper chouette. Notamment des nouvelles licences, va y avoir toutes les licences Blizzard, va y avoir comme je vous l'ai dit tout à l'heure Crash Bandicoot. Moi je suis hyper content. Voilà, et si vous n'avez pas essayé Crash Team Racing, j'espère qu'il sera rajouté au Game Pass et j'espère que vous aurez l'occasion d'essayer parce que je trouve que c'est une super alternative à Mario Kart. Ça change un petit peu, je suis d'ailleurs en train d'y rejouer en ce moment à Crash Team Racing et c'est un jeu que j'aime. C'est pas Crash Team Racing, c'est Crash Team Field. À chaque fois, je dis Crash Team Racing, mais c'est le nouveau Crash Team Racing. Bref. On est aussi, pourquoi je trouve ça génial, c'est qu'on est dans une forme de Netflixation du jeu vidéo. Et moi, j'ai toujours trouvé que tous les systèmes à abonnement, c'est plutôt une bonne chose dans le monde du divertissement parce qu'en fait, au final, je trouve qu'on dépense moins pour le divertissement jeu vidéo. Là où avant, pour jouer au dernier jeu en date, fallait dépenser au moins 60 balles. Là, il va falloir juste dépenser 12 euros par mois. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les mois en plus. Ça permet, je trouve, de réduire le budget divertissement. Donc moi, je trouve ça assez génial. D'un point de vue de développeur, pour avoir été aussi de l'autre côté du rideau, je préfère aussi les systèmes d'abonnement dans le sens où, pour l'industrie, un abonnement, c'est un revenu régulier. Un revenu régulier, quand on est une entreprise, c'est beaucoup plus intéressant que des revenus one-shot. Et je pense que pour l'industrie c'est plus simple parce que ça va permettre aussi d'éviter les crunchs, et je parle pas des céréales du matin, donc ça va éviter les périodes de rush outre mesure, ça va motiver aussi les studios de développement à faire des mises à jour, à faire revenir les joueurs sur les jeux au bout de 6 mois, au bout de 1 an, donc tout ça pour moi je trouve que c'est un point positif pour l'industrie. Alors c'est chiant après aussi les abonnements, on est d'accord que maintenant on commence à avoir des abonnements pour tout et n'importe quoi, ça devient un peu pénible, mais je trouve que dans le secteur du jeu vidéo, c'est hyper intéressant. Autre point positif de ce rachat, c'est qu'on est en train vraiment de voir une assainisation, je crois que c'est le bon mot, du milieu du jeu vidéo. Encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure des scandales sexuels, et d'ailleurs, je suis même venu à me poser la question, est-ce que ces scandales qui ont vraiment ébranlé Activision Blizzard, est-ce que c'est pas la raison principale de la revente ? Est-ce que cette revente n'est pas due à ces scandales-là, au fait aussi que Blizzard est très mal vu en ce moment, enfin, on a vu ce qui s'est passé avec Warcraft 3, qui a été sous-traité à un studio qui a sorti une version remasterisée de Warcraft complètement pétée du cul. Donc effectivement, on peut se demander si si ces raisons cumulées ne sont pas les causes du rachat.
Et puis, ce qui est génial aussi, c'est que le fait que Microsoft chapeaute tout ça, ça va donner plus de moyens pour les studios. Chaque studio va être derrière, va être sous la coupe de Microsoft. Microsoft est un GAFAM, Microsoft a beaucoup d'argent, donc ça rend les choses hyper intéressantes. Les abonnements, c'est plus rassurant pour les investisseurs et la gestion financière de l'entreprise. Mais bien sûr, mais on a la même problématique sur Nowtech. Pourquoi on vous parle beaucoup des abonnements sur Twitch et sur Patreon? C'est que les abonnements, la contribution régulière, pour nous, c'est un revenu garanti tous les mois. C'est beaucoup plus simple d'un point de vue comptabilité et sécurité financière d'avoir un revenu régulier. Le fait d'assurer 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, c'est une somme, on sait que elle est là. C'est de l'argent qu'on va pouvoir prévoir et anticiper. Là, dans 6 mois, on sait que dans 6 mois, il y aura toujours une certaine somme de la contribution. Donc pour nous, c'est hyper important et hyper intéressant. N'hésitez pas à contribuer, bien sûr. Maintenant, je vous ai parlé des choses positives. Je vais vous expliquer pourquoi ce rachat est quand même flippant. En tout cas, il y a une partie qu'on peut analyser comme flippante. Et vous connaissez mes positions sur les GAFAM. Il y a quand même une problématique donc les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. D'ailleurs, on ne devrait pas dire GAFAM aujourd'hui, on devrait dire les AFAM, les AAFAM, parce que c'est plus Google, c'est Alphabet. Excusez-moi. Oui, donc en fait, on est vraiment dans un cas où Microsoft achète un nouveau service achète un nouveau pan de l'industrie numérique, achète une partie du divertissement. Et donc, il y a une forme de destruction de la concurrence. Et on le sait, on est dans un système capitaliste. Alors, bien ou pas bien, c'est votre avis. Mais la concurrence, elle est hyper essentielle pour éviter les abus. Alors, il y a les lois, bien sûr, il y a les États qui vont essayer d'éviter ça. Mais dans un système capitaliste, la concurrence est importante. Très très importante, parce que sinon les entreprises se permettent de faire n'importe quoi, d'augmenter les prix, etc. Et tout ça va peut-être amener à justement une augmentation des prix. Et on voit ce qui se passe avec Netflix. Marion vous en a parlé hier. Netflix, ça fait des années qu'ils augmentent doucement leur prix. On est bientôt à un abonnement Netflix à 20 € par mois. Je vous rappelle qu'à la base on était à 10 € par mois. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Autre problème, c'est Sony. Toujours dans les problématiques de pratiques anticoncurrentielles, ça va être très compliqué pour Sony de concurrencer Microsoft. Pourquoi ? Parce qu'en 2020, j'ai fait mes petites recherches, Sony, à la bourse, en estimation de l'entreprise, Sony, ça représentait 145 milliards d'euros, alors que Microsoft, c'est 1830 milliards d'euros de valorisation boursière. Donc on est quand même presque à... Microsoft est une entreprise, pour simplifier ça, qui vaut 10 fois plus que Sony en termes de valorisation boursière. C'est énorme. On est vraiment dans une situation de David contre Goliath, complètement. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour Sony parce qu'ils ont moins de cash, ils ont moins de moyens, ils sont moins valorisés. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Sony de par exemple, racheter des studios. Ça va être compliqué pour Sony de faire face, quoi, tout simplement. Donc voilà. Voilou. Et maintenant, pour tempérer un petit peu tout ça, j'ai quand même envie de vous rassurer un peu en disant que le marché du jeu vidéo aujourd'hui reste, bon c'est une analyse un peu à l'emporte-pièce, mais reste quand même un marché assez concurrentiel, dans le sens où il reste Nintendo, qui est quand même un acteur hyper important. Il reste Sony n'est pas mort, Sony peut quand même rebondir. Et puis surtout, le marché du jeu vidéo vit aussi à travers les indépendants, des studios qui se créent, des jeux qui se développent. Et il y a encore une belle place aussi pour les indés. Alors, ils n'auront jamais la puissance financière d'un Microsoft, mais en termes de popularité de jeu, en termes de revenus, les indés peuvent pas mal se dépatouiller et se défendre. Donc c'est en ça où je m'inquiète pas trop de la créativité qu'on va avoir dans le jeu vidéo, du fait d'avoir quand même plusieurs acteurs. Il va y avoir des gros acteurs, mais il peut y avoir encore des petits acteurs. Donc voilà, je trouve que c'est pas non plus un scandale monstrueux que Microsoft ait racheté Activision Blizzard, mais c'est à surveiller. Il y a Steam, bien sûr, aussi. Il y a Riot Games. Merci Saxiwo. Je ne l'ai pas noté, mais bien sûr qu'il y a Riot Games. Donc, vous voyez, on n'est pas dans une situation comme, par exemple, iOS et Android, Apple et Google. Sur le choix d'un téléphone aujourd'hui, il n'y a que 2 vrais choix.
Là, on a encore à boire et à manger dans plein d'acteurs différents. Donc ça reste assez rassurant. Là où effectivement le duopole Apple-Google est plus inquiétant en termes de marché du smartphone, par exemple, je trouve. Mm. Le marché américain survalorise complètement les entreprises américaines. Oh, je pense pas, lolilol. Activision Blizzard, ça reste une entreprise énorme, ça reste beaucoup de talent, ça reste du potentiel. En fait, les rachats sont extrêmement chers parce que les rachats sont aussi basés sur le potentiel d'une entreprise. Et moi, ça m'étonne pas que Activision Blizzard, même avec les scandales, qu'Activision Blizzard vale encore aujourd'hui énormément d'argent. Attention à la façon dont tu comptes la valorisation boursière de Sony, car il s'agit d'une entreprise japonaise où chaque entité est indépendante. Si tu ne prends compte que la division gaming, cela il faut. Non, parce que Shurmo, tu as quand même Microsoft derrière, et Microsoft peut injecter du cash dans une entreprise, peut injecter, peut financer, peut être là. Là où Sony, c'est plus compliqué. Je trouve ça plus pertinent de voir justement la valorisation boursière de l'entreprise globale, parce que l'entreprise globale peut aider ces petites filiales, entre guillemets. Moi, je trouve ça beaucoup plus pertinent de le voir comme ça. Si Microsoft Gaming est dans la panade, ils peuvent très bien toquer à la porte de Microsoft en disant on a besoin de sous, on a besoin de cash. Et c'est dans les moments complexes où ça peut être intéressant. Tu vois, c'est Microsoft qui a racheté Activision Blizzard. C'est pas Microsoft Gaming ou Xbox Game Studio. C'est bien le GAFAM Microsoft. Donc tu vois bien que c'est plutôt, je trouve, pertinent de parler en termes de valorisation boursière. Pas d'accord, Riot et Epic Games, c'est Tencent plus bien d'autres marques. C'est vrai que c'est Tencent, tu as raison de le préciser. Tu as raison de le préciser. Je lis un petit peu vos messages. La dématérialisation a vraiment permis aux indés d'avoir des gros succès sans problème de distribution. Exactement, c'est là où effectivement je trouve qu'on ne peut pas faire de parallèle avec le monde du smartphone, où il y a encore beaucoup de problématiques de distribution des applis. On en parle à chaque fois dans le mug, mais effectivement, c'est pour ça que je continue de trouver que l'App Store et le Play Store sont des pratiques anticoncurrentielles. Là où dans le marché du jeu vidéo, vous pouvez acheter vos jeux. En fait, un développeur peut proposer son jeu sur plusieurs plateformes différentes. Et ça reste globalement assez sain. Un développeur peut très bien venir proposer son jeu sur GOG, sur Steam, sur le store d'Epic Games, sur le Xbox Store, enfin le Microsoft Store. Enfin, vous voyez, il n'y a pas cet accaparement par deux entités des moyens de diffusion des applications ou des jeux. C'est ça qui est vraiment reproché à Apple et Google, et c'est ça que moi que je trouve critiquable. Là où effectivement le monde du jeu vidéo reste un secteur où il y a une certaine liberté d'entreprendre. Qui est intéressante, après qu'on aime ou pas le capitalisme, qu'on le critique ou pas, c'est ça qui fait que, voilà, aujourd'hui, les studios de développement ne seront pas bloqués, pas trop bloqués par la plateforme où ils vont publier leurs jeux. Une boîte américaine est avantagée par le fait qu'elle a immédiatement accès à un marché intérieur de 350 millions de personnes. C'est vrai, lolilol. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Google doit être triste de ne pas avoir vraiment percé dans le gaming entre Apple Arcade et Xbox. Est-ce que Google avait vraiment envie de percer dans le gaming ? Est-ce que Stadia n'était pas encore un énième projet d'une petite division chez Google, et puis dès que le projet est terminé, hop là ! Ce qui se passe régulièrement chez Google, parce que c'est la façon dont le management fonctionne chez Google, c'est beaucoup critiqué. Mais en fait, Google met beaucoup en avant les petits projets internes, et c'est cool, mais dès que ça commence à marcher, et dès que le produit est lancé, chabite. Genre ça devient inintéressant et les personnes passent sur d'autres projets. Parce que chez Google, il est plus intéressant de monter des projets que de les faire survivre en fait. Ou vivre. Malgré leur argent, Microsoft galère à sortir des jeux de qualité depuis des années malgré plusieurs rachats. Justement, d'où le fait d'avoir acheté Activision Blizzard. Ils ont acheté des talents, ils ont acheté des développeurs et des développeuses de talents et de qualité. Donc c'est là où je pense que ce rachat est hyper intéressant, même en termes de création vidéoludique. Maintenant, effectivement, en termes de pratiques anticoncurrentielles, c'est à surveiller. Je ne suis pas inquiet, mais c'est à surveiller. À la base, Gmail est un side project. Ouais, mais Gmail permet, tu vois, de collecter beaucoup de data sur les gens, ça permet de vendre de la pub. Là où Stadia, la collecte de données, elle est beaucoup plus light. Alors qu'à analyser des mails, dans les mails, tu as beaucoup d'informations sur les gens. Les mails, c'est une grosse partie de la vie privée des gens. Là où lancer Doom, bon, ok, ça indique que tu es potentiellement plus une catégorie de personnes,
c'est clair, mais c'est moins... voilà. Je ne suis pas d'accord, Flight Simulator est acclamé. En plus, tu as raison, soit en live. Effectivement, Flight Simulator a été développé par les studios Microsoft et il est beaucoup aimé de beaucoup de monde. Euh, il faut pas oublier qu'Activision a fait fuir tous les gros talents de chez Blizzard. Ouais, mais il y a beaucoup de gens de chez Blizzard qui se sont barrés aussi. Tu regardes ce qui s'est passé avec Overwatch, c'est Jeff Kaplan, qui était le directeur du développement de Overwatch, qui s'est barré d'ailleurs un peu du jour au lendemain. Et voilà, son départ a fait bizarre, parce qu'il est vraiment parti. Il n'est pas parti à cause d'une maladie ou à cause d'un changement de... Enfin, il est vraiment parti parce que effectivement, il y avait des problèmes dans la direction et probablement à cause d'Activision. Activision qui voulait maximiser les profits, là où Blizzard a une culture d'entreprise beaucoup plus libre et créative. Maintenant, c'est vrai que Blizzard a aussi un souci de mettre des 10 ans à développer un jeu. Et il y a quand même un équilibre à trouver entre la partie business et la partie créative. C'est hyper important de trouver cet équilibre parce que si on laisse des développeurs libres à 100%, des jeux vont mettre des dizaines d'années à être sortis et je ne suis pas convaincu que ça soit non plus la bonne solution. Je pense que l'équilibre est important, le fait d'avoir des deadlines c'est assez important. Maintenant, le problème c'est quand les deadlines sont impossibles à tenir, donc ça c'est une autre problématique pour l'avoir vécu en entreprise aussi. Mais il y a un vrai travail de collaboration à avoir entre la partie business et développeurs et souvent ces deux entités ne collaborent pas, elles se clashent, donc ça c'est problématique. J'ai très envie de parler de ce sujet pendant tout le mug. Le problème, c'est que je regarde un peu parce on a d'autres articles, mais en vrai, les autres articles, ils sont pas si importants que ça. Je prendrai 5 minutes pour vous faire les autres articles en bref. À 40, là, on parle encore du sujet pendant 4 minutes, et à 40, on fera les articles assez rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les autres articles, hein. Donc, on va continuer de parler de Microsoft, c'est hyper intéressant. Je trouve ça trop passionnant, ce qui se passe. Les démissionnaires Blizzard se mordent les doigts de ne pas être Microsoft maintenant. Ah, pas forcément. Pas forcément parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Blizzard, qui se sont sentis un peu trahis depuis Activision. Tu sais, je pense que quand tu es trahi par une boîte, le fait d'y revenir des années plus tard, c'est possible, hein, mais il faut mettre un peu son ego de côté. Et puis il y a des gens qui ont vécu dans un stress de développement pendant des années, qui ont envie de se poser, quoi. Je pense que t'as pas la même énergie quand t'as 25 ans et quand t'en as 45. C'est pas impossible que Jeff Kaplan, je sais plus quel âge il avait, mais il devait avoir 35-40 ans, je pense. Tu vois, il a dit merde, quoi. Vous voyez, le merde de Léo Dagan dans Camelot, c'est ça, quoi. Genre, merde. Genre, il avait envie de se barrer, quoi. Et ça se comprend. Activision a quand même poussé Mike Morhaime, le fondateur de Blizzard, vers la sortie. Plusieurs notes internes ont expliqué que ça avait traumatisé les employés de chez Blizzard. C'est ça, mais les employés de Blizzard ont été beaucoup traumatisés par beaucoup de décisions d'Activision, hein. De toute façon, quand il y a des gros changements comme ça, l'ambiance change dans une boîte. Je l'ai vécu aussi, ça, dans une boîte dans laquelle j'ai bossé. Quand tu as un manager, quand tu as quelqu'un qui chapeaute un peu quelque chose part, ou quand une personne qui défend un peu les employés part, ça crée des ambiances beaucoup moins agréables. Et ça crée des départs à la chaîne. Parce que tu as été recruté pour une certaine ambiance aussi, et le fait de ne plus la retrouver, ça pose des problèmes. L'action était à 50$ avant l'annonce du rachat, elle est remontée vers 80$. Non, mais comme quoi, hein. Comme quoi. Activision ressemble de plus en plus ses studios à faire du Call of Duty. Blizzard est resté à part parce qu'ils ont des licences ultra fortes, mais tant que Call of Duty restera un succès commercial, ils vont continuer comme ça. Je suis pas d'accord avec toi, AXZ. Je suis pas d'accord avec toi. Effectivement, Call of Duty est très rentable, mais je pense que l'argent de Microsoft va permettre à Blizzard de souffler un peu et de permettre justement de recréer des licences, de prendre un peu le temps de développer Overwatch 2. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, il y a moyen dans une entreprise d'avoir une poule aux œufs d'or un peu simple à développer et d'avoir un truc un peu plus créatif et artistique. C'est important pour une boîte d'avoir d'avoir une patte artistique forte. D'avoir en fait enfin voilà, de garder une âme d'artiste, de garder une âme de créatif. C'est hyper important pour une entreprise. Parce qu'il faut avoir une espèce comment dire, il faut que les joueurs et joueuses soient pas fanatiques, mais vous voyez, soient très fans d'une entreprise aussi pour
leur faire confiance, pour précommander des choses. Enfin, en fait, c'est aussi une part du business de faire confiance à 100%. On a aussi ces problématiques dans YouTube. C'est hyper important pour nous pour la survie de la chaîne, faire des vidéos où on vous parle d'annonces d'Apple, de choses comme ça, mais aussi faire des vidéos beaucoup plus personnelles, beaucoup plus créatives, beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus d'analyse, parce que c'est ces vidéos-là aussi qui vont faire que vous allez avoir confiance dans les vidéos qui vont sortir, et que même si la vidéo, le sujet, vous êtes un peu en mode... Bon, vous vous dites, bah c'est Nowtech, donc c'est forcément chouette. Et ça, c'est hyper important. Et chaque entreprise qui crée du contenu, qui crée du divertissement et tout ça, a besoin de cette espèce de... Comment on dit une licence artistique? Non, c'est pas ça un peu le terme bullshit. Effectivement, il est 8h40. Merci pour la modération de me le rappeler. Je prends un dernier commentaire et on va avancer. Certains disent que Microsoft galère dans le gaming, mais ils font quand même 5 milliards... Mais non, mais Microsoft ne galère pas dans le gaming, non. Ils font quand même 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires par trimestre avant ce rachat, c'est plutôt pas mal pour un éditeur qui galère. En fait, le problème dans le monde du jeu vidéo, c'est qu'on va avoir... tout le monde voit le jeu vidéo comme ça. Oh là là, mon jeu est nul, oh là là, cette licence a été détruite par un studio, donc le studio est nul et ne réussit pas. C'est pas vrai. En fait, Microsoft, c'est 1 milliard de trucs à la fois. C'est Age of Empires, c'est Microsoft Flight Simulator, c'est le Game Pass... c'est la division Xbox. Il faut vraiment, et ça c'est un effort qu'on essaie de faire dans le mug, d'éviter les œillères. On a très vite fait d'être comme ça dans la tech, et pas que dans la tech d'ailleurs. Mais c'est hyper important d'élargir le spectre. Voilou. Alors, on va passer aux news, on va faire les autres news assez rapidement. Je vais juste envoyer un petit message à Diffoon Intelligence. Plop dispo dans 5 minutes pour l'interrogation. Voilà. Voilou. Et on va faire les autres news assez rapidement, mais putain, ce sujet de Microsoft, c'est trop intéressant. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour venir en discuter avec la communauté. Il y a une personne qui en a parlé un petit peu hier, donc n'hésitez pas à venir et à continuer de débattre sur le Discord. Si vous êtes contributeur ou contributrice, vous avez accès au channel réservé à ces personnes, et c'est important pour nous pour justement la survie de Nowtech et de la chaîne, et financer les salaires. Je prends un dernier commentaire. King doit sans doute faire partie du rachat. Oui, King fait partie du rachat. Vous pourrez jouer à Candy Crush sur votre Xbox. C'est la blague qu'on voit partout. Allez, on va faire très rapidement les autres news du jour. Vraiment très rapidement, parce qu'après on va discuter avec Anis, avec Diffoon Intelligence. Je vais lui dire, ok, je finis rapido les news. Check bien ta cam et ton micro. Ok, alors, les autres news, très rapidement, je vous assure que l'information... Putain, ce matin, c'était triste l'information, il n'y avait rien. C'est pas les fonds de tiroir que j'ai grattés, c'est la poubelle publique de la rue. Le plastique au fond de la poubelle publique dans la rue. Je sais pas si cette métaphore est très bien. Dans les news, rapidement, Thales qui s'est fait hacker il n'y a pas très longtemps, donc Thales Alenia Space, qui s'est fait hacker, et les hackers ont publié les données qui ont été volées à sa branche aérospatiale. Donc en fait, il y a des hackers qui ont fait Thales, on te vole des données. Thales a fait les données, publiez-les, c'est pas très grave, on va pas payer la rançon. Les hackers ils ont fait bah on publie, et Thales a fait ouais bon les données c'est pas très grave. Voilà en gros. Voilà, ça c'était pour Thales. Maintenant, l'autre news, vous avez vu, c'était rapide. L'autre news, et là je voulais vous faire un petit sondage. Oh, il y a eu un raid de Heimchen Raid. Merci beaucoup les raiders. J'espère que vous allez bien. Merci à tous d'avoir raidé. On va vous faire un petit sondage. Qu'est-ce que... Alors, en fait, c'est une news qui s'intitule « Après l'eSIM », avec un E, donc eSIM, comme la carte SIM, il y a maintenant l'eSIM, avec un I, enfin l'iSIM. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'eSIM? Ok, ne trichez pas. Une SIM version Apple, point d'interrogation. Une SIM version Apple, la SIM d'un arbre, point d'interrogation,
ou un nouveau... comment je pourrais dire ça? La SIM direct dans le Proco. Point d'interrogation. Il y a évidemment un piège dans ce sondage. Hein. Évidemment. Hop. Ah, dans le Proco. Merde, putain, le Proco n'a pas marché. Alors, c'est dans le Proco, hein, dans le processeur. Vous avez vu hein, ce jeu de mots exceptionnel, hein, évidemment, évidemment. Un humoriste qui avait pas beaucoup de cheveux. Mais c'est faux, j'ai des cheveux. Il faut arrêter avec cette fake news. Je porte juste une casquette parce que je trouve ça stylé. Mais je sais que la majorité des gens trouvent ça moche. Voilà, je vous proute. Alors, qu'est-ce que c'est? En vrai, je vais pas faire le sondage en entier parce que c'est un petit peu... je peux pas de mots, j'ai eSIM. Qu'est-ce que l'iSIM? En fait, donc oui, on est passé de l'eSIM prononcé à l'anglaise à l'iSIM prononcé à l'anglaise, mais en français, on passe de l'eSIM prononcé, on passe de l'eSIM à l'iSIM. C'est simple, hein. En gros, pour vous la faire très rapidement, c'est une collaboration entre Qualcomm et Vodafone qui bossent sur une carte SIM, mais en fait directement intégrée au processeur. Donc c'est en fait c'est l'eSIM, hein, le truc où vous avez juste activé ça dans les paramètres de votre téléphone. Si vous avez un téléphone très récent, c'est le cas. Mais c'est en fait c'est beaucoup mieux intégré au processeur. Et c'est voilà, c'est directement dedans. Je vous montre un petit schéma pour la curiosité. Vous pourrez crâner à votre daily meeting du matin. Voilà, en gros, l'iSIM, c'est ça. Voilà. Avant en fait, l'iSIM, c'était dans la carte mère. Maintenant, l'iSIM, c'est dans le processeur. Voilà. Et a priori, c'est mieux parce que ça permet de gagner de la place sur la carte mère du téléphone. Voilou. Je vois que vous n'êtes pas beaucoup à avoir mis la SIM d'un arbre. Je suis extrêmement déçu. Mon jeu de mots n'a pas marché. Je suis avec une eSIM sur mon tel, c'est plus simple. Non mais c'est tellement bien. Mais ça met tellement de temps à arriver. C'est un scandale. C'est terrible. C'est terrible. En parlant de réseau téléphone, petite news qui m'a fait beaucoup sourire. Aux États-Unis, donc sans transition, enfin si, il y a une transition. Aux États-Unis, le déploiement de la 5G est encore retardé par AT&T et Verizon. Enfin, Verizon. Pourquoi? Vous allez voir que c'est d'une tristesse absolue. Mais après, je comprends pour des mesures de sécurité, donc c'est pas une mauvaise idée, mais en gros, le déploiement de la 5G est encore une fois reporté aux États-Unis. C'est AT&T et Verizon qui ont retardé temporairement le déploiement dans certains aéroports, enfin autour de certains aéroports, afin d'éviter le potentiel chaos craint par les acteurs du transport aérien. L'autorité américaine de l'aviation s'inquiète de possibles interférences entre les fréquences utilisées par la 5G et celles utilisées par des instruments de bord essentiels à l'atterrissage des avions. Donc en gros, on a développé une techno, la 5G. On n'est pas capable d'assurer la sécurité de cette technologie avec les avions. Ouais, Michel, ouais, la 5G, t'as fini? Ouais, t'as checké tous les trucs de sécu là par rapport aux aéroports? Ouais, c'est bon, ouais, y a pas de souci. D'accord, allez, ciao Michel. Comment c'est possible de développer la 5G et de pas être sûr à 2 milliards de pourcents que ça ne pose pas d'interférence avec les appareils de l'aviation? Enfin, des aéroports, quoi. Enfin, les avions, quoi. Bref, donc c'est le bordel aux États-Unis. Il y a même des compagnies aériennes, par exemple comme Japan Airlines, qui ont annulé certains vols à destination des États-Unis. En gros, les compagnies aériennes et l'autorité de l'aviation n'ont pas été capables, je cite, de résoudre la problématique de la 5G autour des aéroports, alors même qu'elle a été déployée de façon sûre et efficace dans plus de 40 autres pays. Une bande de bras cassés. Vraiment, littéralement. Salut Bastille UI, comment tu vas? En gros, pour avoir un peu de technique pour ceux que ça intéresse, certaines fréquences attribuées pour plusieurs dizaines de milliards de dollars début 2021 vont de 3,7 à 3,98 GHz et sont très proches des 4,2 à 4,4 GHz des radars utilisés pour les avions.
Voili, voilou. Et en gros, bah, effectivement, il y a une personne qui s'énerve un peu, hein, Jessica Rosenworcel, elle a raison. Elle dit il est essentiel que l'autorité de l'aviation américaine termine son évaluation et résolve toutes les préoccupations en suspens avec soin et rapidité. T'inquiète, j'ai pas oublié Trade Republic, Samuel. Pas d'inquiétude, je n'ai pas oublié ça. Le problème est tout, on fait tout sans vérifier, sans se poser de questions. Construction, management électronique, c'est navrant. Non mais c'est hallucinant que la 5G, ça fait quand même un paquet de temps que ça commence à être déployé. Donc je trouve ça hallucinant que cette problématique autour des aéroports n'ait pas été pré-travaillée, quoi. Enfin, n'ait pas été étudiée dans la phase de conception, quoi. Mais bon, voilà. Les bras cassés. Alors attends. Attendez, je dis un truc à Nice. Sponsor et hop. Voilà. Alors avant de passer avec Diffen Intelligence, qui est donc ingénieur en intelligence artificielle, on va parler de sujets super importants, super intéressants, comme l'application Elise, qui fait le buzz en ce moment, mais il y a un petit côté bad buzz, donc ça on va en reparler. On va aussi parler algorithmie et réseaux sociaux, avec une question qui est comment faire des algos politiquement sains. Donc je pense que ça va être un sujet extrêmement intéressant, c'est son domaine d'expertise à Nice, c'est pour ça que je l'ai invité, en plus du fait qu'on s'est bu une bière il y a quelques mois et que c'est un gars hyper chouette, et qui a une chaîne Twitch, hein, donc on va la mettre en avant aussi, c'est un peu le but aussi d'avoir des invités. On est chez Ruquier ce matin, on fait la pro... Non, je déconne. Mais on est là aussi pour un peu se mettre en avant entre copains, parce que c'est chouette, quand les gens bossent bien, c'est chouette de les mettre en avant, mais avant... Nous avons le sponsor de l'émission, c'est eux qui nous permettent de produire l'émission, de payer les yachts que vous voyez tous les mercredis à 17h, hein, le yacht de Pierre et Marisé, payé bien sûr avec l'argent, l'argent de Trade Republic, qui sont bien sûr, blague à part, notre sponsor du jour, Trade Republic, qu'est-ce que c'est ? Alors, avant d'en parler, Trade Republic, petit disclaimer, nous faisons ici, dans cette émission, la promotion du service Trade Republic. Nous ne vous donnons pas et nous ne vous incitons pas à investir. En gros, nous ne donnons pas, Nowtech, des conseils d'investissement. Vous restez maître, vous restez libre d'investir là où bon vous semble. Nous ne sommes pas là pour effectivement vous mettre, vous fouetter en disant investis, c'est bien. Non. Nous sommes là juste pour vous faire la promotion du service, parce que Trade Republic, c'est chouette. Et Trade Republic, c'est donc une application pour placer son argent. Vous avez le lien dans le chat, si vous voulez essayer l'application. Donc c'est une application pour faire son argent, pour faire du trading. C'est fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, mais qui veulent dynamiser leur argent, qui veulent investir aussi dans des domaines qui les intéressent. Trade Republic a l'avantage d'être extrêmement simple. C'est une interface minimaliste. Vous avez un affichage de l'application. Vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des ETF, vous pouvez investir dans des domaines qui vous plaisent, vous pouvez investir dans des entreprises par exemple qui défendent l'écologie, donc ça peut être super intéressant. Si vous avez de l'argent qui dort, autant pourquoi pas le mettre dans des entreprises écologiques. Pour s'inscrire, c'est très simple, vous avez besoin bien sûr d'une pièce d'identité et d'un RIB, c'est rapide. Et Trade Republic a l'avantage d'être transparent, ils ne prennent pas une commission, ils prennent 1 euro par transaction. Voilà. Donc que vous fassiez un investissement de 1 milliard d'euros ou que vous investissiez 100 euros, c'est toujours 1 euro par transaction. Donc c'est vraiment adapté pour des investissements réguliers et d'un certain montant. C'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire, c'est soutenu par Solaris Bank. Et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Donc il y a une certaine garantie, donc ça c'est hyper intéressant. Et si vous ouvrez votre compte Trade Republic aujourd'hui, vous recevrez une action offerte jusqu'à 200 euros. Donc voilà, donc n'hésitez pas à installer, à essayer Trade Republic. Vous n'êtes même pas forcément obligé d'investir, mais juste installer et essayer l'application. Pour nous, Nowtech, c'est hyper important parce que ça montre à Trade Republic que vous avez été curieux et curieuse et que vous avez au moins, essayé. Et encore une fois, on le répète, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez très bien essayer. Bon, l'appli ne vous plaît pas, vous la désinstallez et hop, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on les remercie encore une fois de nous permettre de produire l'émission. C'est grâce à nos sponsors, c'est grâce à eux qu'on vous propose une émission tous les matins, gratuite pour vous. Et je vous propose maintenant que nous passions à l'invité. Nous allons passer dans la rubrique Entre 4 œufs. Je vais juste mettre un petit timer de 1 minute, le temps de faire le setup.
Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez le jingle entre 4 œufs qui dure un petit peu plus longtemps que prévu. Le temps effectivement de gérer tout ça. J'arrive tout de suite. Et alors attends, ça va marcher. Vas-y, parle, est-ce que déjà on t'entend dans Un le... 2 3 test, test, test. Alors on devrait t'entendre. On arrive les gens, excusez-moi. Petit problème de casque qui n'était pas prévu. Discord, ça devrait marcher dans 3, 2, 1. Et c'est bon, bonjour à tous. Et bonjour à toi. Anis, comment tu vas? Hello, ça va, merci. Et toi, Guillaume? Ouais, très 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 bien. Ça fait plaisir de t'avoir dans le mug. Ça va pas trop matinal le mug? Tu m'as réveillé tôt, hein? On voit le petit café, on voit la panique. Bah nous on a l'habitude, c'est vrai sur Nowtech, mais quand t'as pas l'habitude, 8h45 c'est un petit peu dur. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout fonctionne bien? 5 sur 5, on n'a presque pas vu le bug. On dit dans le chat pas de veste pour Defend. Non, elle est pas là. C'est le matin, tranquille. Ah là 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 là, ça dépend des gens, il y en a qui sont extrêmement matinaux et il y en a c'est plus compliqué. Mais t'inquiète pas, ça va être cool. Son 5 sur 5, pas de freestyle pour Defend. Je crois que là ça va être dur le freestyle. Ouais, non, pas de freestyle ce matin. T'as l'air tout endormi, moi j'ai pas l'habitude de te voir comme ça, moi j'ai l'habitude de te Non, voir... vas-y. Non, mais c'est bon, il me faut juste le café, t'inquiète. Allez, c'est parti. Bon, comment tu vas? Comment ça va? Ça va, tranquillement. Bon, présente-toi un petit peu à Nice, qui tu es, tu fais quoi, pourquoi on t'a invité, pourquoi toi, grand ingénieur en intelligence artificielle bien sûr. Présente-toi. Merci, tu me lances un peu trop de fleurs. Rapidement, donc moi je suis ingénieur en intelligence artificielle, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans que je travaille. Ingénieur en intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire? On appelle ça aussi plus communément souvent data scientist, mais moi je préfère le terme d'ingénieur en IA, Mhm. parce que le terme de data scientist, il est trop fleuri et trop vu comme une personne qui fait tout, etc. Alors que moi, Un peu, un côté un poil LinkedIn voilà, exagéré ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. je vois. Et alors que moi, ma spécialisation, c'est vraiment les algorithmes, c'est-à-dire Hmm. définir, construire, etc., des modélisations pour répondre à un problème à partir de grandes quantités de données. Donc ça fait 5-6 ans que je travaille, j'ai commencé à travailler à San Francisco, j'ai travaillé dans le trading haute fréquence et dans les communications spatiales. Et après, je suis rentré en France, j'ai travaillé dans le conseil, j'ai travaillé dans la musique, j'ai travaillé dans le retail, etc. Et ça fait 2 ans à peu près que j'ai lancé la chaîne YouTube et la chaîne Twitch en mai dernier avec un seul mojo, le fait de dire qu'il n'y a pas suffisamment de content en IA en Hmm. français. Et moi, je me rappelle, tu sais, quand j'avais 20 ans, j'étais une bille en anglais, quoi. Donc, avoir que du contenu en anglais, je pense que ça crée une grosse barrière en France. Et je traite le sujet d'IA sous deux angles, avec deux grandes missions. La première mission, c'est de pouvoir démocratiser au plus grand public l'intelligence artificielle, Ouais. qu'est-ce que c'est, etc. Et la deuxième, c'est de pouvoir alerter aussi sur l'utilisation de nos données personnelles, notamment sur l'utilisation des algorithmes dans nos vies. Et tout ça avec un prisme de no bullshit. Je suis pas du tout partisan du bullshit word
de l'intelligence artificielle, tous les gens qui nous racontent des conneries, etc. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, c'est bien, c'est bien. En fait, t'es passé de vrai métier à un bon faux métier, là, c'est parti. Non, mais je continue à travailler, hein. Je suis toujours ingénieur, hein. Oui, t'es toujours Je travaille ingénieur. Ouais. toujours. Ma création de contenu, je la fais le soir, tu vois. Ouais, c'est vrai que t'es déter, hein, parce qu'effectivement, pour avoir fait un peu les deux, enfin moi c'était les études et YouTube il y a longtemps en même temps. Je bossais jusqu'à 21h, 22h tous les soirs, quoi. Tous les soirs, tous les soirs. Donc là, c'est vrai qu'avec Nowtech, c'est quand même plus simple, dans le sens où je fais des journées normales, mais effectivement, faire deux trucs en parallèle, c'est hyper compliqué. Mais je suis hyper d'accord avec toi sur le fait d'avoir du contenu en français, parce qu'en plus, la communauté francophone, faut pas oublier que c'est pas que la France, c'est beaucoup de pays d'Afrique, c'est la Belgique, c'est la Suisse, c'est une partie du Canada aussi, on salue nos amis québécois. Donc effectivement, de la commu francophone, c'est hyper cool qu'il y ait du contenu en IA. Et voilà. Alors merci, j'en profite, merci Yotatech. Ouais, Yotatech, merci beaucoup pour tes 5 abonnements. C'est grave sympa à toi. Merci beaucoup. Tu vois, qui est juste content que tu sois là. Ça régale. Voilà. Alors, on off web. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. De temps en temps, on en prendra dans le chat pour Anis. Nous, alors, on avait décidé avec Anis de parler de deux sujets. On voulait parler d'Elise, l'application qui fait le buzz en ce moment. Micode a eu aussi le développeur et celui qui était dans Backseat, à chaque fois j'oublie son nom, sa chaîne YouTube, je ne sais plus, mais il parle de politique, et dans le chat vous aurez le nom. Donc effectivement il y avait le développeur d'Elise dans l'émission de Micode, et c'était hyper intéressant de voir un peu son ressenti aussi sur ce buzz-là. Enfin je trouvais ça... Tu vois, moi j'ai envie de contrebalancer, il y a eu quand même un gros bad buzz, je pense que mentalement ça doit être dur ce qu'il a vécu, parce qu'il est parti d'une appli à la con pour délirer à un truc qui a, je crois maintenant 1 million de téléchargements. Ouais, c'est Gaspard, merci, c'est Gaspard G, ouais, qui est un des fondateur aussi de Elise. Donc voilà, donc il a pris un gros bad buzz, et c'est pas évident de gérer mentalement un buzz d'une application. Et ensuite, on va parler comme deuxième sujet, effectivement, d'une question un peu plus globale, et on en parlera avec vous, le chat. Comment faire des algos, comment faire une IA et des algorithmes politiquement sains, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a toutes les problématiques tu vois, par exemple autour du Covid, des gens qui s'enferment dans leur bulle, avec le Covid, avec les vaccins, avec des opinions politiques, c'est ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica. Donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors je vais regarder si dans le chat il y a une ou deux questions. Alors, j'ai une question sur il a fait quoi comme cursus pour faire son métier? Ouais, vas-y, n'hésite pas. Du coup, moi, j'ai une licence de physique. J'ai aussi, et c'est surtout ça qui m'a permis de faire mon métier, je suis diplômé en fait d'une grande école d'ingénieur. Ok. Voilà. Voilà. T'en penses quoi, en vrai, avant d'attaquer sur les questions de Elise et tout ça, toi, Microsoft qui rachète Activision Blizzard, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ma timeline Twitter, elle est remplie de ça. Mais en même temps, la news est lourde. C'est incroyable, hein. C'est lourd. C'est incroyable, hein. Mais en fait, Microsoft, ils vont faire quoi? Microsoft, ça va devenir un Micromania? C'est quoi? C'est Micromania, c'est nul, hein, comparé à Microsoft. Hein, non, je sais pas. Non, mais ça va devenir un magasin de jeux vidéo. Et c'est assez intéressant parce que, tu sais, dans les entreprises, Microsoft a une grosse empreinte. Oui. Dans les entreprises, Microsoft a une grosse empreinte parce que tout le monde utilise Office. Ou les devs utilisent GitHub aussi, qui a été racheté. Exactement, ouais. Exactement. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'attaquer de plein pied. Ils savent que le B2B, ils l'ont un peu dans la poche. Et là, maintenant, ils se disent, allez, on go sur le B2C. Et après, à mon avis, ils vont faire plein de choses dérivées. C'est exactement comme quand ils ont racheté Minecraft. En fait, on se disait, mais pourquoi ils rachètent Minecraft, les mecs, etc. C'est vrai que ça a surpris la commu, ouais, tout à fait. Et en fait, tu vois qu'ils sont en train de développer des trucs de VR par-dessus, des trucs d'AR par-dessus, de Minecraft. Là, il y a aussi des tutos pour apprendre à coder sur Minecraft, etc. Donc, je sais pas comment ils vont orienter, mais moi, perso, j'ai peur qu'ils prennent un certain oligopole sur le marché du jeu vidéo. C'est une caractéristique des GAFAM, qui a été beaucoup analysée dans des livres, de chercher à grappiller du temps aux gens. T'as l'exemple effectivement avec Facebook, tu sais qu'en moyenne les gens passent 1 heure, tous les gens connectés à Internet passent 1 heure par personne sur des services de Facebook. Cette stat à chaque fois me fait halluciner. Mais donc en fait il y a une vraie volonté des GAFAM alors contrôler la vie des gens, c'est un mot extrêmement fort et c'est pas vraiment ça, mais disons d'avoir des parts de marché et d'essayer et tu vois, pour Microsoft c'est hyper intéressant d'avoir la partie divertissement des gens, et notamment si ça passe par Xbox, pour eux c'est tout bénef.
Parce que En fait, plus tu utilises les services d'un GAFAM, plus c'est hyper intéressant pour eux, plus il peut y avoir de la pub, plus ils peuvent vendre des exactement. services, Ouais. donc financièrement, c'est hyper pertinent. Bah, Il y a... en fait les Vas-y, GAFAM, vas-y. ils achètent de l'intention, j'aime bien dire ça, de l'attention, De pardon. l'attention, oui, Je- exactement. ouais. C'est le marché de l'attention. Ah oui, je suis hyper d'accord avec toi. Effectivement, Eric Steck, tu parles d'Azure. Il y a bien sûr Azure. Microsoft a bien sûr Azure. Mais il y a beaucoup il y a Visual Studio Code aussi qui est géré par Microsoft. Il y a Angular. Non, Angular, c'est Google, je dis de la merde. Mais il y a un autre truc de développement web aussi qui est beaucoup géré par Microsoft. Je sais plus lequel c'est. Là, ça me revient pas. C'est TypeScript, voilà, ça me revient. C'est TypeScript qui est géré. Donc oui, Microsoft, ils ont un pied, maintenant ils ont un pied un petit peu partout, quoi. Donc, parlons un petit peu d'Elise. Donc Elise, une application qui est un peu le Tinder de la politique, on en a déjà parlé dans le mug. Toi, c'est quoi ton ressenti sur Elise par rapport aux data? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de trackers dans Elise qui peuvent être utilisés pour faire de la publicité, qui sont des trackers très connus dans les applis mobiles. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est vrai que pour une appli politique, il y a des choses qui me font un peu grincer des dents. C'est quoi ton avis? Est-ce que tu as pris le temps d'analyser le truc? Je crois Alors, que t'étais pas parti en croisade un peu sur Twitter aussi. alors j'ai plus que pris le temps d'analyser le truc. Ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie que je suis en train de mener une enquête de fond Aïe, aïe, sur ce aïe. truc. Mais je te jure, j'ai l'impression d'être Élise Lucet. J'ai l'impression d'être le Élise Lucet de la tech. Je t'explique. Vas-y, vas-y. Mais j'avais réagi aussi à un tweet, je crois, de Noitech, parce que vous en avez parlé. Ouais, Et j'avais dit que, en fait, pour moi, c'est tout sauf bien. Et du coup, c'est bien que les gens commencent à s'en rendre compte de plus en plus. Je t'explique. En fait, vas-y, vas-y. j'ai appelé des... Alors, j'ai mené une petite enquête. Mais je vais sortir toute une vidéo qui résume toute l'enquête sur YouTube. Mais pour te donner des directions, Ouais. ce type d'application n'a rien de nouveau. N'a absolument rien de nouveau. Ça existe depuis les années 90. Ça existe depuis notamment la campagne de Barack Obama dans la politique moderne. Il y a Mhm. des applications fédérales en Allemagne. Il y a une application fédérale en Allemagne qui fait ça. D'accord. Il y a une application aux Pays-Bas qui fait ça. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, En fait, c'est notamment une ça, il y a un entreprise. business à faire sur la revente d'informations pour les partis politiques, c'est ça, non? Il y a une... Exactement. Et Ouais, tout ça, ouais. en fait, ça vient d'un écosystème qui s'appelle le Civic Tech. J'ai découvert ça. Le Civic Tech, en fait, c'est le fait de mettre la technologie au service de la démocratie. Et c'est là le problème. C'est parce qu'en fait, la plupart de ces applications, notamment l'application fédérale en Allemagne, l'application des Pays-Bas, etc., ne récoltent aucune donnée personnelle. Il n'y a pas besoin de rentrer l'âge, le genre, etc., etc. Deuxième chose, il y a les statistiques par réponse, par Mhm. question, mais elles sont totalement publiques sur l'application. Tu as un petit badge, tu cliques sur un point d'interrogation, et en fait, tu vas avoir 50% des gens ont répondu oui, 20% non, et Dans Elise, il y a ça? 30% non. Non, Sur ouais, les applications allemandes Ok. et des Pays-Bas. Et en Ça fait, pue toute un la peu ça, question, non? Je trouve ça d'une bah, influence... bah, en fait, le problème d'Élise, c'est Mm. que déjà que le fondateur dise sur des plateaux, que le fondateur dise sur des vidéos, on récolte pas de données personnelles, c'est faux. Oui. C'est faux. C'est En fait, faux. Il y a en fait pas c'est encore une fois, de... c'est quelle définition tu mets à données personnelles. Tu Non, mais vois? il n'y a même C'est pas toujours quelle ça le problème. définition. C'est une définition de la CNIL, c'est une définition RGPD. L'âge, le code postal, c'est une donnée personnelle. C'est pas une Tout à question fait. de savoir si on peut le relier ou pas, Non, je premièrement. parlais, je parlais de sa vision de la donnée personnelle, tu vois ce que je veux dire? Et Oui, mais encore c'est une pas lui fois, qui a la vision de la donnée personnelle, c'est la CNIL qui a la vision de la donnée personnelle. non, non, mais après, en fait, je comprends totalement que ça soit agaçant. Mais en fait, j'essaie de me mettre aussi à sa place au développeur. Il est jeune, faut pas l'oublier. C'est pas impossible que lui, dans sa tête, il se dise j'ai pas récolté le prénom, le nom, tu vois, la ville, l'adresse. Donc, c'est pas une donnée personnelle. Mais je suis d'accord avec toi, c'est très critiquable. C'est extrêmement critiquable. Ah, et tu vois, moi en fait, typiquement, ah, ma cam elle a bugué, non? Ah oui, ta cam est buggée, ouais. Incroyable. Alors c'est la première fois qu'elle bug. Alors attends, Vas-y, essaye de gérer ça. je fais ça. Tac. Alors, Incroyable. ah, c'est Ouais, bon, c'est bon. c'est revenu. Ouais, 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 vas-y, vas-y. Ouais, je te disais, en fait, l'excuse de il est jeune, etc. Moi, en fait, franchement, honnêtement, je te dis,
je m'en fous. Je m'en fous parce Ouais, qu'en ouais, fait, je peux comprendre. ce type d'excuses, demain on va dire oui, mais ça va, c'est que Facebook, oui, mais ça va, c'est que cette entreprise, oui, mais ça va, c'est que cette personne. Non, quand on joue avec des données personnelles et des données personnelles aussi critiques sur des enjeux politiques, il y a aucune excuse qui passe. Première chose. Deuxième chose, c'est que le vrai problème, c'est l'opacité, l'opacité de leur traitement et l'opacité des données qu'ils récoltent. Ouais. C'est problématique. Dans leur CGU, c'est marqué possibilité de revendre des données personnelles. Donc moi, j'ai parlé avec le développeur. Ok. J'ai parlé avec le développeur. Donc J'ai ça, c'est parlé avec lui, intéressant, ouais. Ouais. quelqu'un d'excessivement gentil qui répond. Il est excessivement occupé parce qu'effectivement, tu te rends compte que pour le coup, ils sont jeunes. Il leur est tombé un raz-de-marée médiatique sur C'est la là tête. où moi je sais juste pas, c'est pas pour excuser, mais c'est pour comprendre et donner du contexte, parce que je trouve ça aussi important. Tu vois, je trouve que c'est important aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Sur ça, moi, je suis grave compréhensible, tu vois, je comprends tout à Oui, fait, oui, oui, genre, oui. etc. Et donc, il met un peu de temps à répondre, les Ouais. questions épineuses, il met un peu de temps à répondre, etc. Mais par contre, excessivement bienveillant dans sa démarche, il Mhm. m'a dit, ben, envoie-moi toute la liste de questions et je réponds. Et il a répondu à tout, d'accord? Et il y a notamment une des questions, je leur ai dit, mais en fait, si c'est données personnelles, il y a un parti politique qui les a, comment on fait? Et il m'a dit, en fait, on ne revendra aucune donnée personnelle et on ne revendra jamais aucune donnée personnelle à un parti politique. Donc ça, c'est ce qui est marqué, ça, c'est ce qu'il me dit sur un message Twitter. Mais à ce moment-là, si tu me dis ça, mets-le dans tes CGI, comme ça, au moins, si tu le fais, et ben en fait, tu sais que légalement, tu es Mm. engagé à pas le faire, tu vois. Donc, En fait, c'est un truc que j'ai pris dans mes notes, c'est que cette application, je me suis demandé, parce que quand ils sont passés chez Micode, ils avaient un peu, enfin, je ressentais l'idée de quand même essayer d'en faire un business. Et je me suis vraiment posé la question, comment tu fais un business sur une application comme ça sans revendre de la data? Parce que ce qui vaut de l'or dans ce genre d'appli, c'est la data, c'est les données, c'est l'orientation politique de la population française, des jeunes en tout cas qui utilisent cette appli. Et en fait, pour moi, il n'y a que ça que tu revends. Le code, le fait de faire un espèce de Tinder, ok, ça a une valeur, tu vois, d'être capable en développement. Et encore, il a utilisé une librairie, donc en fait, d'un point de vue technique, c'est pas horriblement compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas horriblement compliqué. Donc en fait, pour moi, la valeur marchande, c'est la data. Si effectivement il t'a répondu qu'il dit on ne vendra pas la data personnelle, tu ne... non, 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 il m'a dit on ne vendra pas la data personnelle à un parti politique. Mais dans les CGI, c'est marqué qu'ils peuvent revendre la donnée personnelle. Par exemple, à des instituts de sondage, par exemple, j'en sais rien, moi, à des chercheurs, à des entreprises. Ah, mais s'ils vendent à une Hein. entreprise de consulting qui elle-même est consultée par un parti politique. Exactement, t'as tout compris. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, il y a un trou dans la raquette, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? N'hésitez pas à réagir un petit peu. Encore une fois, on n'est pas. Enfin, le but là n'est pas de. Comment dire? Le but est de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants, de comprendre les enjeux. Le but n'est pas. Alors, moi, j'essaye de prendre un peu le parti, mais j'essaye de le faire plus pour pas qu'on tombe dans du harcèlement bête et méchant. Même si des personnes font des choses qui peuvent être. Qu'on peut critiquer. Le but n'est pas de dire c'est des cons ou nanana. C'est vraiment pas le but de la démarche. Non, parce que en plus, l'application est ultra cool. Hein. Moi, je l'ai testé. Ouais, ouais, j'ai pu tester aussi et je trouvais ça très Lui, cool. Là. c'est incroyable. J'ai discuté avec des gens qui ont fait des applications similaires en Allemagne, etc. Ils m'ont dit, nous, on a galéré à avoir des applications. On galère encore aujourd'hui à pouvoir développer des applications bien. Leur application, elle est ultra bien faite. Mais la question, pourquoi est-ce qu'ils sauvegardent des données? En fait, il n'y a pas besoin de sauvegarder des données. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ils m'ont dit, ouais, pardon, ils m'ont dit, en fait, les personnes qui ont développé des applications similaires, eux, c'est des associations. Tu vois, c'est Ouais. des associations. Donc, en fait, c'est pas des business. Il m'a dit, s'ils sauvegardent la donnée, c'est qu'ils vont aller dans un angle, effectivement, business et non pas un angle associatif. Et donc, à ce moment-là, tu vas rentrer dans des logiques financières, tu vois. C'est ce que je me dis. C'est que moi, pour moi, cette application, elle peut être que fun pour qu'elle reste, enfin, en tout cas éthiquement et politiquement acceptable. Si tu pars dans du business, ça devient compliqué. Tu rigoles à Bastille, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, Bastique. Qu'il a dit quoi? Désolé, mais la Bastille UI est pas incroyable du tout. Ah, tu vois, Bastille, oh, c'est ton domaine d'expertise, mais pour avoir utilisé assez rapidement l'application, je pense qu'effectivement, comme tu es expert, tu vois les défauts. Pour l'avoir utilisé 5 minutes et m'être amusé dessus, j'ai pas été choqué, tu vois. Donc, et je pense que ça a été le cas de beaucoup, beaucoup de monde. Mais je serais curieux de... Là, c'est parti pour l'invitation. Bastille, si tu veux revenir dans le mug et parler un peu de l'ergonomie...
N'hésite pas. Je vais regarder En un fait, petit peu les commentaires. On parle d'un. Oui, alors oui, ah, vas-y. effectivement, moi j'allais te dire, sur cette appli, en fait, c'est vrai que pour avoir codé, donc connaître un peu ça, c'est vrai qu'une base de données locale pourrait très bien faire le taf. Il pourrait n'y avoir aucune requête pendant l'utilisation de l'application, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Effectivement, il y a des requêtes qui sont faites, en tout cas pour les Tout trackers à de fait. Google, l'analyse, le Facebook, alors c'est pas le pixel Facebook, mais le truc Ouais. d'analyse de Facebook, etc. quoi. Faut arrêter, vous utilisez Google tous les jours sans que cela vous gêne. Ça n'a rien à voir, Sanglier et Hardwen. Je comprends pourquoi tu dis ça, mais en fait, ce n'est pas le débat. On parle pas de vie privée en général, là on parle d'une application en particulier, une application qui en plus parle de politique, et effectivement on est à 2-3 mois de la présidentielle si je dis pas de bêtises. Donc c'est important que les opinions politiques des gens ne soient pas revendues trop facilement à des partis politiques enfin ça détruit déjà qu'il est affaibli, ça détruit encore plus, ça abîme encore plus le débat démocratique. En fait, peut-être on peut prendre un exemple de pourquoi ce type de données est dangereuse dans le contexte politique. Cambridge Analytica, tu veux parler de ça Alors, il y a Cambridge Analytica, mais un exemple très concret. Vas-y, Si vas-y, vas-y. demain, moi, on me donne la base de données d'Élise, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un parti politique peut en faire de manière très concrète. Vas-y, Tu vas-y. vas sur Google Ads, d'accord, où tu peux choisir entre l'âge, le genre et le code postal. Tu regardes dans chaque âge et code postal de ton parti politique, qu'est-ce que les gens ont apprécié ou pas. Mm. En fait, et du coup, tu vas créer des tracts électoraux en mettant en avant une certaine proposition, Mm. plus 5 000 euros pour les familles nombreuses, par exemple, dans les quartiers populaires. D'accord. Ça, c'est une de mes propositions, j'en sais rien, je te dis des Non, mais bêtises, tu vois. où il est. Ouais, ouais, ok. Suppression Mm. de l'ISF, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, je sais pas, je dis suppression de l'ISF. Oui, oui, oui. Donc, je vais mettre en avant dans un tract suppression de l'ISF dans le 16e arrondissement à Ou Paris. alors Tu la vois. personne va adapter son discours en étant invité quelque part. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Et du coup, en fait, ça devient quoi? Ça devient un système de personnalisation politique. Ouais. Un système de personnalisation de l'offre politique. Mm. Et le problème de ça, c'est que entre un système de recommandation et la manipulation, la barrière est très très floue. Ouais, 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 ouais. Tu vois. Mm. Et ça, est-ce qu'on veut non pas des algorithmes politiquement sains pour le coup, parce que ça on pourra en parler plus tard, Mm. mais est-ce qu'on veut des algorithmes politiques? Tu vois, est-ce Ouais, qu'on ouais, veut ouais. des systèmes de recommandation politiques? Est-ce que ça fait partie de la société dans laquelle on veut Ouais, c'est une évoluer? question plus profonde en fait. Est-ce que Élysée est une appli qui, par son essence, est compatible avec la démocratie Exactement. Ouais, 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 non, mais c'est une question hyper intéressante, je suis assez d'accord avec toi. Oui, mais tu indiques l'âge que tu veux et le code postal que tu veux. Sanglier Hardwen, tu sous-estimes le fait que les gens tapent leur vrai code postal. Au final, je suis convaincu que je suis prêt à prendre un pari que 90% des gens ont tapé un vrai code postal. Ouais. Mais Euh, pour le coup, moi j'ai travaillé avec des bases de millions de Français, tu vois, dans Mm. différentes entreprises. C'est 99% du temps, c'est correct. Il y a des gens qui mettent 000 ou des trucs Bien sûr. bizarres, mais la plupart du temps, c'est correct. Et aussi, le fait de dire, c'est important, l'âge et le code postal n'est pas une anonymisation de la donnée. Moi, par exemple, j'ai eu dans mon taf, à un moment donné, j'ai construit un gros système de recommandation où c'était une galère de récupérer les données clients. J'ai dit, ben, donnez-moi juste l'âge et le code postal. J'ai dit ça mot pour mot. C'est très Et ben, précis en fait, là. et ben, en fait, j'ai eu le consultant RGPD, le consultant CNIL de ma boîte qui est venu taper à ma porte et qui m'a dit non, non, Anis, là j'ai le code postal, c'est quand même une donnée perso. Parce que imagine quelqu'un qui achète une bouteille de coca qui est né. En plus, c'est pas que l'âge, hein, c'est la date de naissance. Hein. Ouais. Donc, C'est hyper précis la date de bah naissance. oui, Ouais, c'est ouais. 365 fois Bah en plus fait, ça précis. divise les recherches par 365. Enfin, ça les Exactement. simplifie 365 fois, quoi. Exactement. Et imagine, il y a quelqu'un qui est né ce jour dans ce village qui achète une bouteille de coca. Et ben en fait, s'il y a que lui qui est né ce jour et qu'il est de sexe homme, etc., et dans ce code postal, ben en fait, je sais qui c'est. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est hyper précis, je suis hyper d'accord avec toi. Moi, j'ai inventé un algo qui permet de retrouver toutes les infos qui ont trait à une personne alors qu'elles sont pseudonymisées. Oui, oui, non, mais ça, effectivement, c'est très facile de retrouver des gens avec, au final, pas beaucoup d'infos. Ça, c'est un truc qui était plutôt bien montré dans le reportage d'Élise Lucet sur les données personnelles. Tout n'était pas bon à prendre dans le documentaire, mais cette partie-là était intéressante sur le fait, effectivement, qu'avec très peu de données, on peut remonter à des personnes identifiables et identifiées. C'est une donnée personnelle mais pas considérée comme sensible. Au final, une donnée personnelle est sensible, non, Anis? Attends, l'âge et le code postal, c'est pas une donnée sensible? Mais n'importe quoi. C'est faux de dire ça.
C'est un expert qui te répond. Je n'ai pas mis les vraies infos personnelles, c'est évident. Ouais, mais après, Sanglier Hardware, oublie pas que ton IP, si t'es pas passé par un VPN ou quelque chose comme ça, ton IP te donne le code postal. Hein. Et en général, c'est pas tout le temps précis, mais ça donne une bonne indication. Ça peut déjà dire dans quel coin de la France tu habites. Et quel coin de la France tu habites, c'est déjà une info extrêmement importante, parce que si tu es si tu es vers Paris, il y a quand même de grosses suppositions que tu aies plutôt un certain revenu, etc. etc. Si tu es localisé au centre de la France, il y a plus de chances que tu aies un certain revenu. Enfin, en fait, c'est très 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 facile de réduire les probabilités. De toute façon, le travail d'un analyste, si je dis pas de bêtises, c'est effectivement de préciser les choses et de réduire les probabilités, de faire en fait un espèce de... En fait, il y a un biais des gens de la tech. Le biais des gens de la tech, c'est de croire que tout le monde connaît la tech. Tu vois, c'est l'effet bulle des gens de la tech. Et du coup, dans le chat, je pense qu'il y en a plein qui disent oui, mais tu mets pas les vrais data, c'est évident. Non. Ouais, non, c'est plus compliqué que ça en fait. Il y a... Bon, l'IP, ça, tout le monde peut l'avoir. Bien sûr, Astro Boy, mais c'est pour ça que les VPN sont pas inintéressants. Alors après, en fait, ça suffit pas du tout parce qu'il y a plein d'autres moyens de choper les infos. Mais l'IP est déjà une info très très précise, voire même personnelle, si je dis pas de bêtises. L'IP est considéré comme une donnée sensible, RGPD ou pas, à Nice? Alors, les données sensibles, c'est une catégorie particulière Ouais. des données personnelles. Il faudrait que je regarde. En vrai, je la connais pas par cœur. D'accord, ok. Mais du coup, c'est malheureusement trop tard pour Elise, car... Attends, je prends ton commentaire, Yotech. Car si je me souviens bien de mes cours de proba, ils ont actuellement assez de données de manière à représenter la population française. Je pense qu'il y a un gros biais dans ce genre d'application. Je pense que c'est une application utilisée principalement par des jeunes. Alors, quand je dis jeunes... Ah, et pour te répondre, je viens de regarder sur le site de la CNIL, les opinions politiques, c'est une donnée sensible, une donnée personnelle sensible. Donc, les opinions politiques, si tu arrives à retracer le code postal et l'âge d'une personne avec ses opinions politiques, c'est une donnée sensible. Donc, Élise récupère des données sensibles. Ouais. Et tu vois, Jérôme, il dit effectivement, c'est un truc qu'il avait déjà dit dans le mug, la Poste vend la data des Français depuis les années 60 aux régies publicitaires. Donc, le code postal a bien sûr de la valeur. Toutes les entreprises font ça. Ouais. Ouais, en fait, parce que ça coûte, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Toutes les entreprises que je connais sur la place parisienne revendent des données. De toute façon, quelles sont les entreprises les plus valorisées au niveau boursier? C'est les GAFAM. C'est quoi le business principal de deux GAFAM en tout cas? Google et Facebook, c'est la data. C'est QFD. Ça veut dire que la data a une valeur énorme. Énorme. Mais en fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte quand on dit revendre de la donnée. Tu vois, c'est pas arriver avec une mallette de billets et une clé USB et dire tiens, on échange les deux. Non, c'est le fait. C'est le fait de pouvoir mieux comprendre, par exemple, ton consommateur. Par exemple, imaginons qu'un L'Oréal, tu vois, passe par un Carrefour pour revendre des produits L'Oréal. Et ben en fait, Carrefour va avoir les données personnelles des gens qui ont acheté les produits L'Oréal. Et du coup, Carrefour va pouvoir revendre les données personnelles, entre guillemets, ou les agrégations de données personnelles des gens à L'Oréal en disant, et ben en fait, 50% des gens qui achètent L'Oréal ont entre 18 et 24 ans, etc. Donc ça permet à L'Oréal de pouvoir mieux segmenter sa population et de pouvoir mieux proposer d'offres qu'elle va rebalancer à Carrefour, et Carrefour va rebalancer sur le B2C. Donc en fait... Puis la data permet d'être hyper précis parce que ça va permettre aussi de savoir peut-être quel magasin va mieux marcher qu'un autre. Parce que justement, le code postal, par exemple à Paris, le code postal permet d'avoir l'arrondissement. L'arrondissement, c'est hyper intéressant d'un point de vue business et marketing parce que t'inquiète pas que t'as pas les mêmes populations dans le 15e et dans je sais pas quel autre jouez un jeu. La prochaine fois que vous allez chez Sephora, moi ça m'arrive à chaque fois chez Sephora, ou chez n'importe quel magasin, quand vous payez, souvent ils vous disent le code postal. Ça t'arrive jamais, toi, Guillaume? Bien sûr, si, mais parce que c'est... Le code postal, demande à la caissière pourquoi le code postal. Elle va te dire, je sais pas, parce qu'on nous a dit, c'est pour vous proposer quelque chose, etc. Mais le code postal, c'est une donnée, mais incroyable. Surtout à Paris, Marseille, etc., où la ville est divisée en code postal, c'est... Ouais, ça veut dire quel produit a été vendu pour quel code postal. Ça, Chez qui Et après, tu manipules ça avec des données INSEE sur les populations, c'est d'une puissance redoutable. Ah oui. Oui, non, c'est bien sûr. Toulouse, c'est pareil, t'as pas les mêmes populations. Bah oui, je connais bien Toulouse, bien sûr, à Ixy, évidemment. Hein. Dans le 3100, dans le 31 000. Enfin, ouais, bien sûr. C'est pas des arrondissements à Toulouse, mais c'est des quartiers. Au final, c'est presque la même chose. Mais effectivement, t'as des endroits de Toulouse. Typiquement, le sud-ouest et le sud-est de Toulouse, c'est pas les mêmes catégories de revenus et de population.
Et je le sais, j'ai bossé dans les deux coins. Le code postal, c'est pour faire des statistiques sur d'où viennent les clients, idem pour les... Bon, avançons un petit peu, il est 9h23, j'avais pas vu l'heure. Putain, il est déjà 9h23, c'est terrible. Anish, je te propose qu'on parle un peu. Donc là, je vais te poser une question ouverte, mais on va rebondir dessus avec le chat aussi. Comment tu vois le futur? Comment on pourrait faire aujourd'hui? Imaginons Facebook se fait taper dessus, les États-Unis leur disent aujourd'hui faites des algorithmes qui vont pas trop manipuler les gens. Sains. Déjà, il faudrait définir sain. On va dire qui amène une pluralité d'opinions. Comment tu fais ça? Comment aujourd'hui tu changerais un Facebook, peut-être un Instagram, peut-être un Twitter, pour effectivement faire des algos qui te paraissent sains? Comment tu vois ça? C'est hyper large, donc après, si t'as pas une réponse claire, c'est pas grave. Enfin, tu vois, je te mets pas la pression. Non, mais... moi, ça fait 2 ans que je travaille sur les systèmes de recommandation. J'ai travaillé et j'ai analysé et examiné des systèmes de recommandation de LinkedIn, Tinder, YouTube, etc. La chose intéressante à dire dans un premier temps, déjà, c'est que c'est un système de recommandation, très souvent, c'est public. C'est public, on sait comment fonctionne un système de recommandation, on sait comment... il est organisé, on va dire, en termes de notamment ce qu'on appelle des réseaux de neurones, donc qui sont des algorithmes d'intelligence artificielle. Et pourquoi est-ce qu'ils mettent ça publiquement? Pourquoi est-ce que les papiers de recherche mettent ça publiquement? D'ailleurs, je peux t'en retrouver un si tu veux. Il y en a un sur YouTube qui est formidable. Mais je crois que je vois où tu vas en venir. Tu vas parler de transparence, c'est ça? Alors, on va parler effectivement de transparence, mais pourquoi est-ce que ça leur permet aussi... Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça publiquement dans des papiers de recherche? Déjà, c'est parce que ça fait avancer la recherche en intelligence artificielle. Et deuxièmement, c'est parce qu'ils peuvent mettre ça publiquement autant qu'ils veulent. Personne n'a les données pour réentraîner ces algos. Première chose. Deuxième chose, tu peux partager le lien que je t'ai mis sur Discord ou pas? Alors attends, ça va être compliqué. Laissez-moi... Attends, deux secondes. Je vais mettre la caméra normale. Parce que si je fais ça, on va voir notre conversation où bien sûr on critique tous les youtubeurs. Donc t'imagines bien que voilà... Enfin, j'ai pas envie que le Duff nous tombe dessus. Donc hop. Alors, ouais, je vais montrer ton lien. Je vais remettre en navigateur invité et ça devrait marcher. Je vais remettre ça en plein écran. Voilà. C'est bon. On voit ton lien. Ok, parfait. Donc, de plus en plus, les GAFAM ont des obligations de transparence et d'explicabilité de ce qu'ils font. Il y a un Big Tech qui lead un peu ça pour moi et c'est vraiment incroyable ce qu'ils font de mon point de vue et j'adore les suivre et je suis les gens comme par exemple Ruman, etc., qui fait partie d'une équipe chez Twitter qui est là pour expliquer les algorithmes. Donc ils ont mené des enquêtes par exemple sur le fait de savoir est-ce que l'algorithme de Twitter amplifiait les contenus politiques. Ok, donc là c'est le blog de Twitter hein, pour ceux qui avaient pas vu. Là c'est le blog de Twitter, exactement, ouais. C'est le blog de Twitter. Et si tu cliques, alors si tu descends un peu, etc., c'est un blog post. Ouais. D'accord. Je t'ai envoyé un lien, je t'ai renvoyé un lien. Ah, attends. Donc ça c'est pour... Vas-y. Attends, mais si c'est trop compliqué, il y a l'hyperlien dans l'article aussi. Hein, mais... Non, t'inquiète. Attends, je vais ouvrir ça. Hop. Ok. On peut avoir le lien. Ouais, je vais vous les passer. Merde, j'ai mis la mauvaise. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon, on voit ton PDF. Donc voilà, ils publient en fait des recherches, par exemple avec UCL, University College London, l'University of California de Berkeley, etc., ouais. Cambridge, qui sont des grandes universités. Twitter travaille avec eux pour comprendre eux-mêmes leur algorithme, et ça c'est important à dire. Cambridge Analytica, rien à voir, hein, on est d'accord. Non, rien à voir. Rien à voir. Non, mais au cas où. non, là c'est l'université de Cambridge, une des meilleures universités au monde. Et là, d'ailleurs, c'est important de dire ça, c'est que les big tech explorent eux-mêmes avec des personnes externes leurs propres algorithmes. Okay. En fait, les gens ont tendance à penser que les algorithmes des plateformes, c'est des boutons qui tournent, qui poussent en fonction de ce qu'ils veulent, etc., etc. La vraie réponse, c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle, de système de recommandation, on sait à peu près comment il marche parce que on peut savoir quelle feature est la plus importante. Mais la vérité, c'est que quand on commence à zoomer sur les détails, ici par exemple sur le contenu politique, on commence à pas trop comprendre. Pourquoi. D'accord. On peut savoir qu'est-ce qu'il fait, mais on peut pas trop comprendre pourquoi. Par exemple, si tu descends, il y a un graphique que je kiffe. Où je peux mettre. Ouais. Descends à la page la page 4. Ouais. Alors là, il y a des petites stacks. À la page 4, voilà. Statistiques, pardon. À la page 4, ici, ce qu'ils ont analysé, ils ont analysé 6 pays et ils ont analysé des millions de tweets en 2020
Ok. Et ils ont regardé si en fonction des parties, ils avaient ce qu'ils appelaient un boost algorithmique, une amplification de l'algorithme. Tu sais, c'est parce qu'en fait, sur la timeline Twitter, en fonction, il y a une timeline algorithmique et c'est non plus organisé uniquement par Donc, recently, etc., À, dernier à post. quel point l'algo aurait mis en avant certains partis politiques, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc on peut zoomer Et sur la France, peut-être, non? C'est on peut peut-être zoomer plus sur la intéressant. France et en fait, ce qu'on constate, à Ouais. part en Allemagne, c'est que les partis de droite sont plus mis en avant par les algorithmes. Ok. Et ça, c'est pas étonnant parce que YouTube avait fait le même constat avec Donald Trump et Hillary Clinton pendant les anciennes élections avant Biden, où les vidéos de Trump étaient plus mises en avant que les vidéos de Clinton parce qu'ils étaient plus sensationnalistes. Ouais, plus clivant, et parce que même, il me semble que les démocrates réagissaient, en fait, alors que l'inverse était beaucoup moins vrai. Il y avait Exactement. une notion comme ça, ouais. Exactement. Donc en fait, on est capable d'analyser ces données, d'en Mm. tirer des insights comme ça. Mais par contre, Twitter eux-mêmes, ils ont l'humilité de dire, enfin, en vrai, Berkeley, UCL, Cambridge, ça fait partie vraiment des meilleures Oui, 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 universités au donc c'est monde. des Et, sacrées pointures qui analysent et les ça, ouais. chercheurs qui sont là-dedans, ils ont l'humilité de dire, bah, en fait, on constate ça, mais on ne peut pas vous dire exactement pourquoi. Tu Donc, vois? est-ce que tu es en train de dire que les algos qu'on crée sont incontrôlables? Je pose une question un peu bête, Ouais. brute de Ouais, pomme, alors mais... ils sont pas incontrôlables parce qu'on peut les débrancher, les brancher quand on veut, donc on les contrôle parfaitement. Mhm. Mais par contre, la vérité, c'est qu'ils marchent très très bien. Ils Ouais. marchent très très bien. Mais par contre, quand on zoome dessus, parfois, ils marchent. C'est parce qu'ils marchent très bien que on ne veut pas les débrancher, mais c'est aussi parce qu'il y a ce genre de données qu'ils marchent très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis toujours un algorithme qui va te. Alors, c'est toujours clivant quand je dis ça, mais c'est pas grave. Vas-y, non, non, je mais suis, je c'est suis pas... scientifique, tu vois, genre open mind. Un Vas-y. algorithme qui donne moins qui prédit les salaires et qui donne moins de salaires aux femmes qu'aux hommes, Mhm. ce n'est pas un mauvais algorithme, c'est tout à fait normal. Au contraire, D'accord. Oui, non, mais tu parles d'algorithmie, là, on est d'accord, hein. Oui, bien c'est un sûr. algorithme qui va très bien marcher. Mais par contre, est-ce que c'est moralement acceptable? Non, c'est pas moralement acceptable. Mais c'est quand même un algorithme qui va très bien marcher parce que c'est la réalité de la société. Ouais. En fait, c'est pas moi qui vais changer mon algorithme, c'est mes données me disent ça, mais c'est à la société de changer. Tu vois, c'est pas Ouais, moi bien qui sûr, dois bien changer sûr. mon algorithme. Tu vois. Et le problème, c'est que il y a des gens qui parlent, qui disent biais. C'est pas un biais, c'est la société en elle-même qui est comme ça. Au contraire, l'algorithme fonctionne très très bien. Donc le fait qu'il recommande plus de choses de droite que de choses de gauche, c'est effectivement pas moralement acceptable. Mais les gens cliquent dessus. Ouais, ouais, Si ouais, ouais. s'il fait Je vois ça, ce que tu veux c'est dire, que ouais. ça marche. En tout S'il fait cas, ça, c'est que... c'est que eux, ils ont voulu augmenter le taux de clic et le taux d'impression par tweet, et c'est que ça marche. Ouais, 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 ça veut dire qu'il y a une... En tout cas, il y a une- plus de gens qui, a priori, vont être attirés par des propos sur Twitter des partis classés à droite. Alors maintenant, on pourra avoir Exactement. tout le débat sur la droite, la gauche, gna 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 gna. Mais effectivement, oui, c'est hyper intéressant. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Discussion intéressante, mais je dois partir en daily. Pas de soucis, Forel. De toute façon, on va pas tarder à arrêter parce que normalement le mug s'arrête à 9h30. Ouais, c'est les biais algorithmiques. Et au final, comme quoi, en fait, est-ce que d'une certaine façon, au final, les algorithmes sont pas un peu humains? Non, mais en vrai, c'est marrant de voir qu'au final, les biais qu'on a enfin, des êtres humains se retrouvent dans les algorithmes parce que les algorithmes sont aussi conçus par des humains. Maintenant, la question, Ouais. c'est est-ce qu'on doit biaiser volontairement les algorithmes? Est-ce qu'on doit trafiquer les algorithmes pour que, bah, tu vois, tu parlais de l'égalité homme-femme salariale. Doit-on modifier les algorithmes pour qu'ils soient moralement Alors, acceptables? cette question, on l'a dans le domaine. Ouais. Moi, je me prends la tête aussi avec d'autres ingénieurs, etc., des Instinctivement, j'aurais chercheurs. envie de te répondre oui. Alors, Mais moi, tu vas peut-être me instinctivement, dire je vais te pourquoi répondre non. non. Voilà, Non. voilà, pourquoi? Non, parce que, en fait, si jamais on commence à manipuler les résultats de la réalité, on va tomber dans des travers moraux absolument catastrophiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va me dire non, mais Anis, il faut que dans ton algorithme, tu recommandes plus de contenu issu des partis de gauche. Ok. Demain, il y a quelqu'un qui arrive, un fasciste, qui va me dire il faut que tu recommandes plus de contenu de partis de droite. En fait, si on commence à biaiser notre réalité, on va pas s'en sortir. La science n'a pas vocation à modifier la réalité. La science a vocation à décrire la réalité et n'a pas vocation à décrire une bien-pensance morale.
Parce que sinon, on va retomber dans des travers où pendant des siècles, on a dit que la science devait dire que la Terre était plate et que la Terre était le centre du Soleil. Tu vois. Mais si tu dis pas ça, la science était fausse. La science n'a pas vocation à faire de c'est là où ça montre peut-être la force qu'on a encore en tant qu'être humain de créer des idées nouvelles, des choses nouvelles. Tu vois, quand Galilée a démontré que le Soleil était au centre, le retour de bâton qui s'est pris de la communauté religieuse, s'il y avait eu des algorithmes à cette époque, jamais on aurait mis en avant la théorie de Galilée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc au final, est-ce que ça montre pas une énorme limite de l'algorithmie En fait, tout est question. Il y a Sieur qui dit doucement les raccourcis, les gens de droite sont pas des fascistes. Non, bien sûr, c'est juste pour imager. T'inquiète, j'aurais pu dire n'importe quoi. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la finalité, ce n'est pas comment on le fait, mais qu'est-ce qu'on veut optimiser. Dans un algorithme, c'est toujours ça. C'est la métrique de performance. Ouais. D'accord ? Et en fait, en fonction de la métrique de performance, ton algorithme va pouvoir s'orienter vers telle ou telle chose. Ici, ce qu'ils ont voulu augmenter, c'est le taux de clic. Tu vois, donc effectivement, vu que c'est des sujets plus clivants, les sujets d'extrême droite par exemple, mais les sujets d'extrême de gauche aussi, dans une certaine mesure, et ben en fait, les gens ils vont avoir à plus tendance cliquer, et donc si on veut augmenter le nombre de clics ou le nombre d'impressions, on va recommander plus de contenu de droite. Mais par contre, si maintenant tu veux cliquer le nombre de repartages ou le nombre de contenus positifs ou de choses comme ça, peut-être que ça va commencer à se rééquilibrer. Et en fait, c'est par ce réglage des mesures de performance que tu vas in fine régler la moralité de ton algo, tu vois. Est-ce que tu es en train de dire que, en gros, les gens qui sont pas partagés par un algorithme, en fait, est-ce que le boulot est à faire par ces gens-là ? C'est un peu ça que tu dis ? C'est-à-dire qu'il faut pas bidouiller l'algo, il vaut mieux travailler ce qui va influencer l'algo, plutôt que de modifier l'algo pour qu'il mette en avant des trucs qui normalement sont... Il vaut mieux bien définir qu'est-ce que tu veux que ton algo mette en avant. Par exemple, l'algorithme de YouTube, si on veut qu'il arrête de nous recommander que du Inoxtag et du McFly et Carlito constamment, tu peux influer sur le nombre d'abonnés. Par exemple, tu rajoutes une métrique qui va dire si on recommande du contenu du nombre d'abonnés équivalent. D'accord ? Et ben en fait, tu vas forcément avoir moins de contenu Inoxtag et McFly et Carlito et tu vas avoir plus de contenu petit abonné, etc. Mais est-ce que YouTube a envie de faire ça ? En fait, c'est un jeu d'équilibriste. Il y a un truc qui s'appelle en machine learning, je te le partage et ce sera le dernier truc que je te partage, mais c'est le truc que je kiffe. C'est intéressant. Qui s'appelle le no free lunch. D'accord ? Je te donne ça. Le nom est rigolo. Le no free lunch, moi, c'est le truc que je répète toujours en call client. Quand un client vient me dire « Ok, j'ai besoin d'un algorithme qui me fait ça », moi, je leur dis à chaque fois « Ok, les amis, mais doucement, no free lunch théorème, quoi, NFL. » D'accord ? Okay. No free lunch théorème, c'est le fait de dire « Tu ne peux pas manger gratuitement en français. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne peux pas tout optimiser en même temps. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde en même temps. C'est exactement la problématique qu'il y a eu pendant le Covid, entre l'économie, le confinement, etc. T'as des choix à faire. Et forcément, quand tu arrives à un problème avec plus de 3 optimisations qui vont pas dans des sens similaires, tu dois être OK pour perdre, pour gagner d'un côté. Par exemple, moi, j'ai des clients qui me disent, par exemple, dans la boîte, etc., OK, on aimerait un algorithme qui nous rapporte plus d'argent, qui nous fasse passer moins de temps au bureau et qui nous fasse travailler moins. Bah en fait, c'est l'expression française, le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et les fesses de madame. Oui, exactement. Voilà. Non, mais en fait, je pense que c'est la traduction française la plus appropriée. Mais tu vois, au final, enfin... Je comprends tout ça, mais tu vois, par exemple, au niveau de la télévision, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un temps de parole équivalent pour les personnalités politiques. Si on essaye d'appliquer ce principe aux algorithmes sur, par exemple, Twitter ou Facebook, tu vois vraiment pas de solution ? Parce que si je suis ce que tu dis que c'est pas possible, a priori, et que c'est aux personnes de s'adapter pour... Enfin, qu'en gros, l'algorithme représente l'actualité, donc les gens vont cliquer sur des sujets plus clivants qui sont souvent plus teintés d'un parti politique. Tu vois, comment on fait pour essayer peut-être quand même de rétablir un peu d'équilibre, que les gens soient exposés à 2 avis sur un même sujet. Genre, tu lis un article qui dit les vaccins sur le Covid sont inefficaces, et que l'algo te propose derrière si, en fait, ils sont efficaces. Tu vois,
il y a vraiment pas une solution là-dessus. Et tu peux me dire non, il y a pas de solution. Ou alors la seule solution est un solution, en enfer. fait, Et comme tu l'as dit peut-être tout à l'heure, la solution serait un enfer. la seule solution, là, ce que tu décris, ça porte Ouais. un nom, ça s'appelle l'effet bulle sur Mm. les réseaux sociaux. L'effet bulle sur les réseaux sociaux, c'est le fait de dire que tu vas être enfermé dans un avis. Et après, tu vas avoir des biais cognitifs comme le biais de confirmation, etc. Oui, Où tu oui. vas avoir tendance à croire que ton avis est majoritaire. Ah, ah, on a perdu Anis. Merde, c'est intéressant. On est toujours ensemble? Oui, on est toujours ensemble. Le retour. Allô, Ça allô? a bugué. Ah Tu ouais, t'as m'entends? bien bugué. Je te vois pas, mais je t'entends. Ah, c'est incroyable, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que t'as ton réseau qui a dû avoir une micro-coupure. Ok, bon, trop bizarre. T'étais sur J'étais en bulle train de de- filtre. Ouais, sur les effets de bulle, en Ouais, fait, qui vont t'emprisonner dans un avis, dans une idée, etc. ouais. Et tu as des moyens de casser cet effet de bulle. Le moyen de casser cet effet de bulle sur Twitter est très classique, s'appelle l'explore de Twitter. Le top hashtag, le top trend, etc., etc., etc. Mais Twitter n'a pas vocation à te proposer du contenu qui va contre ce que tu suis quand tu suis quelqu'un. Toi, Tu tu vois, parce penses qu'en que fait, c'est sinon, pas ça ça serait pas une bonne idée de faire ça, en tout cas. non, 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 c'est pas une bonne idée. Ça, pour le coup, c'est biaiser la réalité. Ça, pour moi, modifier la réalité, pour moi, comme ça, c'est la biaiser. Après, il y a des techniques. Par exemple, tu vois, juste pour reboucler rapidement avec Elise, moi, je considère que la base de données d'Elise est extrêmement dangereuse et qu'il vaudrait mieux la détruire. Tu vois, en disant ça. Non, mais je te Ouais, dis mais en honnêtement, vrai, je suis pas. Enfin, je suis plutôt d'accord. Enfin, je te rejoins, je te rejoins. le problème quand on dit ça, c'est que même si on la détruit aujourd'hui, tu peux avoir un dump dans une clé USB qui va ressortir dans 3-4 ans, tu vois. C'est le problème de la vie privée que j'explique tout le temps, c'est qu'en fait, ce que tu mets aujourd'hui sur Internet peut être ressorti dans 15-20 ans, le régime peut changer, et je parle pas de régime alimentaire, donc en fait, tu peux avoir des choses qui peuvent être reprochées dans 15-20 ans. Et c'est ça qui fait que les données... genre, vous êtes ado à 15 ans, on vous propose Jean Lassalle, c'est pas impossible que, et encore je prends un exemple un peu gentil, c'est pas impossible que dans 20 ans on vous dise tiens, dis donc, ado, t'étais bien intéressé par Jean Lassalle, mais nous ça nous va pas du tout. Voilà. Exactement. Pardon, je t'ai un peu coupé. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Et je pense que effectivement, cette base de données est dangereuse. Et en fait, dans ce type de base de données, quand les bases de données sont excessivement dangereuses comme ça, tout à l'heure, il y a les gens qui font de la tech qui disent mais tu mets jamais les vraies réponses là-dedans, etc., etc. Ça porte un nom. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo YouTube là-dessus. Désolé, je fais de l'autopromo. Mais non, mais t'es là pour ça aussi, hein. On est là pour ça. Hein. Ça s'appelle le data poisoning. D'accord? Ah oui, L'empoisonnement. mais il y a même une extension navigateur qui permet de faire ça. J'avais vu ça. L'empoisonnement d'une base de données. Tu vois, si jamais t'as pas confiance dans une base de données, moi franchement honnêtement, ça m'est passé dans la tête, je vais être honnête avec toi, est-ce que je vais pas empoisonner la base de données Elise? Tu vois, en plus t'as tellement un gros flux juridique là-dessus, il y a pas de légal, il y a pas de illégal, personne sait c'est quoi, Ouais, parce ouais, que ouais. tu peux pas le prouver intentionnellement, etc. Tu vas juste balancer 15 000 requêtes avec des âges, des noms de naissance, des trucs totalement rien à voir, de telle sorte à ce que la base de données n'a plus aucun sens, tu vois. Tu vas avoir quelqu'un qui va voter aussi bien pour X que pour Y, etc., etc. Donc, il y a ce type d'alternative, entre guillemets, si je peux dire, d'alternative citoyenne. Oui, tu oui. vois. Mais en tout cas, pour reboucler avec les algorithmes politiquement corrects ou pas, oubliez jamais qu'un algorithme, c'est toujours des datas à la base, et que ces datas à la base peuvent être biaisés s'ils ne reconstituent pas la réalité. Ouais. D'accord? Mais si ces datas reconstituent la réalité, alors l'algorithme va reconstituer la réalité, mais la réalité parfois n'est pas aussi belle qu'on le veut, et c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être se commencer, non pas à se poser des questions sur l'algorithme, mais même à se poser des questions sur notre propre vision et notre propre manipulation de la société. Est-ce que tu seras en train de dire que finalement, pour que les choses évoluent, il faut qu'il y ait un peu plus d'éducation, d'éveil à l'esprit critique, et que ça prend du temps, et qu'il n'y a pas de mesures instantanées qui règlent ça? T'es peut-être en train de dire ça, non? Non, non, Bah oui. un petit peu, hein, Bah ouais, non, mais... d'accord. Mais ouais, oui, mais non, je suis tout d'accord à fait. avec toi en fait, et on peut pas, on a une plaie qui est ouverte aujourd'hui sur la désinformation. Et effectivement, c'est là où je te rejoins. Je pense pas que changer l'algorithme va tant améliorer les choses que ça. Ça peut même peut-être braquer des gens. On le voit aujourd'hui sur les vidéos YouTube. Il y a des trucs qui disent attention, cette vidéo est peut-être fausse. L'article Wikipédia, je suis convaincu que ça n'a fait changer la vie que de 0,1% des gens. Des gens qui sont déjà un peu perdus dans ces opinions-là vont pas changer d'avis. À fond. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu vois, il y a quelqu'un qui dit enfermer quelqu'un dans ses idées, c'est aussi biaiser la réalité. Mais comme tu l'as dit, si tu modifies trop l'algorithme, si tu forces une autre réalité,
c'est une pente La personne va glissante. plus- Non, mais c'est La une pente personne très va peut-être glissante. plus utiliser l'app aussi. Hein. Si tu modifies, la personne va plus utiliser l'app aussi. Hein. Et qui est un risque parce qu'au final, ne plus utiliser l'app, c'est encore plus se fermer du monde, se fermer au monde, pardon. Donc c'est encore plus compliqué. Donc si je paraphrase Defend Intelligence, on vit dans une saucisse. Exactement, exactement. Mais en Qui tout ont- cas, ceux qui ont- si toutes ces problématiques, etc., vous intéressent, il y a la chaîne YouTube, il y a la chaîne Twitch. Exactement. Point Defend d'exclamation Intelligence, invité où on dans le traite, chat, hein, qui est toujours, où on toujours traite prêt. tous ces sujets. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, les amis. Bah voilà. Bon, bah merci, merci Anis, c'était super intéressant. Merci Non. à toi de l'invitation. Moi, c'est ma bataille sur l'Internet, de faire comprendre l'Internet aux gens. Bah écoute, c'est chouette. Et bah, quand tu veux, on se refait un truc. Hein. J'espère que tu repasses à Paris, que même on se tourne une vidéo un jour. Hein. Il y a peut-être moyen de faire un sujet croisé. Let's go, avec grand, grand plaisir. Prochain live sur la chaîne Twitch ce soir, les amis. Allez, il fait sa Twitch.tv/Defend promo. Intelligence. Let's go. Allez, rejoignez Defend Intelligence, hein, ouais, sur, enfin Defend Intelligence, sur Twitch, sur Twitter, sa page Totem aussi, qui est un peu le lien vers tout. Donc n'hésitez Ça, pas. c'est moi qui les connais, tu sais, c'est ma startup. C'est vrai? Ouais, je te jure. Ok, c'est bien. C'est quoi? C'est C'est un un truc. équivalent de Linktree français, quoi. Mais c'est un truc où ça collecte pas les données. Enfin, t'as fait un truc propre, c'est ça? Non, ça collecte à mort de données. Et tu les revends derrière. Allez. Voyez, hein, voyez, super, super. Moi, je suis déçu. Hein. Je suis extrêmement déçu. Bon, eh ben, tu vois, les gens, ils sont hyper contents dans le chat. Hein. Merci, c'était hyper intéressant, c'était cool. J'apprécie beaucoup son contenu. Bah, n'hésitez pas à le découvrir. Effectivement, tu streams très régulièrement. T'as la chaîne YouTube, tu fais des petits docus, des petits reportages. C'est hyper intéressant. Et puis voilà, ça régale. Donc, on vous fait des bisous. Moi, je vais vous prendre encore 1 ou 2 minutes pour répondre à des questions. Et après, on va terminer parce que on a, comme tout le monde, une journée de taf. Des bisous, Mister Anis. Ciao, ciao. Merci à tous. Bisous, les Noitekos. Allez, à plus. Salut, Guillaume. Salut. Et ben c'était grave cool. Hop, voilà, on va arrêter là. On va passer à la dernière rubrique de l'émission, le petit camp de fac, mais on va vraiment le faire très rapide, il est déjà 9h45. Un zébardi. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que vous avez kiffé? C'était cool, hein? Il est chouette, hein, Anis, hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, puis il a justement ce côté un peu tranché. Alors, effectivement, des fois, il y en a qui aiment pas, mais c'est vrai que bah, quand tu connais un peu ton domaine, t'es quand même plus à même d'être choqué ou scandalisé par certaines choses. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'on avait envie de vous de bosser ensemble et de faire une émission ensemble. Trop bien, refaire plus souvent, très cool. Basti qui dit j'utilise Linktree, c'est quoi Totem? Aïe aïe aïe, Basti en sueur. Faut utiliser les services des copains, Basti. Hein. Faut utiliser les services des copains. Tiens, il commence à faire nuit, c'était long ce mec. Ah oui, McFlurry, t'es pas en France. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, n'hésitez pas à rejoindre Defend Intelligence, hein. Vraiment, ce qu'il fait, c'est chouette. J'ai tout loupé, je viens d'arriver, vivement le replay. Bah, n'hésite pas. Hein. De toute façon, il y a la chaîne. N'hésitez pas à suivre la chaîne des highlights, hein. La chaîne d'actualité tech, où on fait une vidéo par jour, ce qui est un extrait du live. Et sinon, effectivement, le replay sera dispo sur Twitch et YouTube. N'hésitez pas plutôt à utiliser Twitch, hein, pour les replays. Pareil que vous allez être invité sur France 24 après l'émission d'hier. On n'a pas eu encore l'invitation officielle, donc écoute, on verra. On verra. Bon, moi, je vais vous laisser les gens. J'avoue, j'ai envie d'aller aux toilettes. Voilà, je suis méga honnête avec vous. Mais je vais vous laisser. Putain, qu'est-ce que c'était cool cette émission. C'était trop bien. Puis, en plus, c'est trop marrant parce que Anis, en fait, je connaissais déjà un peu son contenu. Et on s'est capté à Paris il y a genre quelques mois. Et j'arrive dans le bar. Et il fait « Ouah, Guillaume, comment ça va ?» et tout. Et moi, je le regarde, je fais « Je suis désolé, je vois pas quitter. » Et il m'a regardé, il fait mais je suis Defend Intelligence. Genre il était à 2 doigts de me baffer. J'étais là ah mais putain mais en fait je l'avais jamais vu. J'avais vu que son logo, je l'avais vu sur Twitter Defend. Donc je savais pas quelle tête il avait. Et voilà, donc il y a eu un quiproquo, hein, incroyable. Voilà, effectivement, c'est l'histoire de notre rencontre avec Defend. Et après on a bien rigolé, on a passé une très bonne soirée. Voilou. Go acheter un masque avec mon logo. La noise revient à 17h pour le Twitch achat. Donc oui, je le rappelle.
ce soir à 17h, Pierre et Maryse vous font un touche à chat exceptionnel en direct du yacht de Malte. Et demain à 8h, c'est encore moi qui vous fais le mug, donc on parlera de l'actualité tech, pas d'invité demain. Par contre, semaine prochaine, jeudi prochain, il y aura Mathieu Lambda en invité du mug. Alors, qui est Mathieu Lambda ? C'est le rédac-chef de Micode pour l'émission Underscore. Je trouvais ça hyper cool de l'inviter parce qu'effectivement, souvent, on invite les personnalités qui sont les casteurs des émissions, donc en l'occurrence Micode. Mais je me suis dit que ça serait hyper cool d'inviter justement Mathieu Lambda, en plus quelqu'un d'adorable avec qui j'ai beaucoup discuté, que j'aime beaucoup, et justement voir un peu l'envers du décor de qu'est-ce que c'est de gérer une émission comme Underscore, qui est quand même un talk show, qui est quand même d'une complexité, on va dire, en tout cas supérieure au mug. Après, c'est pas la même cadence, c'est pas la même chose, mais on va dire c'est quand même beaucoup plus long à préparer, c'est plusieurs jours de boulot pour préparer les chroniques, pour préparer les choses, donc je trouvais ça hyper intéressant de l'inviter. Et vous verrez que c'est super cool. Et donc, on se retrouve ce soir à 17h sur Twitch pour le Twitch Achat. Des bisous tout le monde, merci d'avoir suivi l'émission. Et on va faire un petit raid pendant le générique. Ciao, ciao, bye bye.